Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le mardi 29 novembre 2016 et pour la première fois nous sommes avec du public, des visiteurs de l'événement DevD de Mons en Belgique dont nous avons déjà parlé il y a quelques temps dans ce podcast. J'en compte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 10, 53. Voilà, 53, voilà, c'est ça. Si on compte double. Hein. Bon, faut dire, on s'est quand même intercalé entre deux sessions, ils sont tous en train de manger là. Oui, tout à fait. On a commencé même plus tôt. Ça permet de nous de terminer plus tôt aussi et de ne pas empiéter sur la session du suivant, du voisin. Donc c'est pas plus mal. Et donc effectivement, on est dans une salle de cinéma ici où on enregistre. Et vous l'avez déjà entendu, je suis accompagné de Christophe qui est rentré de Seattle. Hein, Christophe, ça va ? Bah écoute, ça va bien. Ouais, je suis déçu. Moi, franchement, je me plaisais bien à Seattle. Toi ? Le temps était meilleur aussi, hein, parce qu'aujourd'hui... Ouais, quand on est rentré, on a eu froid. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas Richard avec nous, qui n'a pas pu nous rejoindre, mais nous l'entendrons quand même, puisque c'est l'intérêt aussi des podcasts, c'est qu'on va pouvoir lui rajouter évidemment sa rubrique des actualités en fin de podcast. Donc d'ici quelques minutes ou dizaines de minutes, vous allez pouvoir l'écouter sans aucun problème. Alors voilà, nous on est deux, mais on a évidemment un invité du jour aujourd'hui, et on en a profité de rencontrer David Rousset, qui est ici également avec nous au DevD pour une session. Tu vas bien, David ? Très bien, merci de m'inviter. Merci à toi surtout d'être là. Merci d'être venu. Dans une salle de cinéma en plus, merveilleux. Et donc avant peut-être de parler du sujet ici, je vais laisser la parole à Christophe pour présenter peut-être notre invité du jour. Voilà, donc en fait, je voulais un peu reparler, comme le dernier épisode, il a bien marché. En fait, on a raconté un petit peu la vie d'ingénieurs qui veulent rentrer développeurs chez Microsoft. D'accord ? Donc en fait, on a interviewé ton collègue. Ouais, mon pote, quoi. Ton pote, ta femme ? Enfin non, c'est toi qui es la femme. Ouais. C'est ma deuxième femme. Ouais, ta deuxième femme, David Catieux. Et puis on a interviewé aussi Mathieu Mézil. Donc, avec qui je ne couche pas, par contre. Non, mais tu le côtoies quand même tous les midis quand tu vas là-bas. Ah oui, tous les Français se croisent là-bas. Voilà. Donc en fait, DevApps, c'est un podcast qui va parler des actualités autour. Au départ, c'était de Visual Studio. On aurait pu mettre le logo de VS en plein milieu, mais bon, les derniers podcasts, ça serait Unity, Xamarin. On avait aussi HoloLens, GitHub, le .NET qu'on a vu avec Mitsu, qui est ici présent au DevD. Le toolkit, encore, toi, de David Catu, où on en a parlé. Cartonne. Mais qui cartonne super bien. En fait, c'est le côté community qui était, en fait, le côté intelligent de l'histoire. Hein. Et puis toi, côté open source, t'es vraiment dedans en plus. Ah ouais. Et puis, il nous manquait, en fait, Babylon.js. Puis quelque part, t'es le représentant de Babylon.js en Europe, on va dire. Et ouais, enfin, je suis la branche en européenne de Babylon. Voilà. Je disais, ta carrière chez Microsoft, en fait, elle commence dès la sortie, dès ton diplôme d'ingénieur, je dirais, on va dire ça. T'es rentré tout de suite chez MS, et dans une branche pas tout à fait qui te plaisait, il me semble. En fait, oui, moi je cherchais mon stage de fin d'année dans mon école d'ingé, donc j'étais à Orsay. Aucune techno MS, mon école d'ingé était anti-Microsoft à mort. Et encore beaucoup d'écoles, hein. Ouais, je sais. Donc nous on faisait de l'Unix, du C++, pas encore du Linux, parce que je commençais à être vieux. Ça commence à arriver Linux, mais c'était vraiment pour les barbares. Et quand je cherchais un stage de fin d'année, j'étais voir un salon étudiant Microsoft. Moi j'étais pas un fanboy de Microsoft, mais j'étais pas anti-Microsoft non plus, quoi. Et puis j'aurais dit, je cherche un stage. Ils m'ont dit, non, on cherche pas des jeunes comme ça et tout. Je vous donne quand même mon CV. Et dans une mission précédente que j'avais fait, j'avais déployé Action 5.5. Et parce que en fait à l'époque je faisais une compétition dans l'entreprise entre les annuaires de l'époque, donc il y avait Netscape, OpenLDAP, des trucs comme ça, et ils m'ont dit, vous avez déployé cette usine à gaz qui est Action 5.5, ouais. Et là elle m'a pitché Microsoft, on a un programme pour les jeunes aujourd'hui ça s'appelle Mac, à l'époque ça s'appelait Trajectoire. Et effectivement je suis parti ensuite, j'étais embauché, je suis parti me faire former 3 mots frais de la princesse en Angleterre, pour être certifié surtout MCSD à l'époque. Ouais, c'est une bonne période. Juste après, tu as été consultant pour les petites entreprises, les entreprises de développement. Ouais, en fait, je rêvais. Quand je suis rentré, mon rêve, c'était de rejoindre l'équipe des évangélistes, comme beaucoup de gens, même en dehors de Microsoft. Il faut du temps, en fait, pour faire son trou, pour montrer ce qu'on est capable de faire. Donc, je faisais du support pour les grands comptes premiers. Donc, moi, je m'éclatais parce que j'écrivais quand même beaucoup de samples de code pour les aider. Et puis ensuite,
Ce qui est rigolo dans le support, c'est qu'on peut analyser des dumps avec des outils comme WinDBG, on voit la matrice, quoi, donc c'est sympa. Ensuite, j'ai fait du consulting pour les éditeurs de logiciels. Alors beaucoup de WPF, Silverlight, WCF, c'était l'époque du framework 3.0, N'aie pas honte qu'avant tu as fait beaucoup de VB6. Ah ouais, alors ce qui est marrant, c'est que je faisais du dev C++ Java à l'école, et j'arrive, on m'a dit tu seras en charge de VB6. Alors c'est quand même impressionnant VB6, c'est que je venais de passer des heures à me connecter à une base de données Oracle sous Unix, et là on me dit tu prends le Atari, tu drag and drop, t'es connecté, je fais foutez de ma gueule, c'est pas possible. Déjà dis, on est en quelle année là? C'est en 2000 quand je suis rentré. Oui, et ensuite, rapidement, .NET est arrivé en 2001. 2002. Ouais. Et en fait, ça s'appelait Cool à l'époque. On nous disait, il y a un langage qui s'appelle Cool, qui allait devenir C# en fait. Et on nous disait surtout, n'hésite pas comme c'est Java, parce qu'aucun ingénieur qui avait bossé sur Java n'aurait bossé sur C#. Et je me suis mis à faire du C#, parce que VB.NET en fait n'a pas vraiment pris comme C# dans les langages après. Bon langage. Le petit nom de C#, ça aurait pu être Cool, c'est ça? Le nom de code, c'était Cool à l'époque, ouais. Mais tu sais que c'est le gars cool chez Microsoft. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est assez rigolo quand même. Il paraît. Oui, on l'appelle Monsieur Cool. Monsieur Cool, ouais. Ça a plusieurs sens aussi. On se méfie. Et puis en fait là, je trouve qu'il y a un sacré tournant de ta carrière, puisque je vois le mot HTML5. En fait, quand j'étais embauché chez DPE, qui s'appelle aujourd'hui DX, pour être évangéliste, on m'a dit tu seras évangéliste cloud, sachant que personne n'était capable de définir ce que c'était, personne ne savait ce que c'était. Tu sais encore maintenant un peu du mal. Donc c'est quoi le cloud? Enfin, je sais pas, c'est l'avenir de Microsoft, c'est génial. Ensuite, on m'a dit tu feras du VSTO, donc ça j'en faisais déjà quand j'en faisais du support, du Silverlight, et tout ce qui est ASP.NET et SharePoint. Donc tu vois, c'était les welcome pack. Moi je m'en foutais, j'étais tellement content d'arriver chez DPE que je m'occupe de tout. J'ai beaucoup évangélisé Silverlight avec le destin qu'on connaît malheureusement après, mais ça c'est pas forcément que notre fait. Et ensuite, quand on a appris que Windows 8 allait mettre un focus fort sur HTML5, j'ai décidé de me former et de prendre ce sujet-là. Et forcément, ça n'a pas toujours été bien perçu quand j'allais revoir les grands comptes que j'avais évangélisés sur Silverlight pour dire maintenant, il faudrait plutôt faire du HTML5, ça passait moyen, mais bon. C'est aussi l'évolution des marchés informatiques. On peut dire que ça a été un virage, le HTML5 dans Windows 8 pour Microsoft, avec du recul maintenant. Je pense que ça a été mal géré. Bon, c'est pas une grande surprise. Dans pas le mal sens géré. Je parle du côté positif ou d'un seul coup. C'était positif pour étendre la plateforme, mais comme en fait on a fait une erreur, je pense, en disant il y avait un support de XAML, les développeurs .NET, on pensait qu'on n'avait pas forcément besoin de beaucoup communiquer avec eux, puisqu'ils maîtrisaient déjà en grande partie Silverlight, WPF, c'était facile pour eux normalement d'aller vers la plateforme. WinRT était certes plus limité que Win32, mais ils pouvaient le mettre en place. Mais en fait, comme la vraie nouveauté c'était HTML5, on a passé beaucoup de temps à expliquer, évangéliser HTML5. Du coup, la perception des gens, c'est Microsoft, finalement, ils ne s'occupent pas de moi, puisque à chaque fois qu'ils prennent la parole en conférence, ils parlent de HTML5. Donc on a essayé de corriger le tir après. Au début, on n'était pas forcément libre de ce qu'on pouvait faire en France, c'est très piloté par la Corp. Et ensuite, on leur a fait le retour, vous savez, notre communauté, il faut aussi la bichonner, leur envoyer des messages positifs, leur dire qu'on travaille dessus. Et donc ça a évolué un peu après, surtout après le départ de Sinofsky en fait. Ah ouais. C'est lui qui a beaucoup changé les choses par rapport à la plateforme Windows. Ouais, en fait, il avait un track record énorme, c'est que il avait corrigé le désastre industriel de Vista en sortant Windows 7. Ouais, et il avait sorti la nouvelle version d'Office où tout le monde disait vous êtes des malades de changer l'interface d'Office, vous allez vous planter. On n'a jamais autant vendu que depuis qu'on avait changé l'interface. Donc, le mec, deux super histoires, les deux grands produits phares de Microsoft, il les maîtrise. Donc, je pense qu'il a eu carte blanche. Et il a voulu faire un peu de l'Apple dans une entreprise qui n'est pas du tout mindée comme Apple. C'est pas bien passé, ouais. Et ça s'est heureusement corrigé avec 8 points et Windows 10 maintenant, où je pense qu'on a réussi à ménager tout le monde. Et il semble que c'est pas terminé. Mais c'est pas le sujet. Et puis maintenant, tu es en France, tu es positionné chez Microsoft France, mais ça c'est juste l'étiquette. Ouais, c'est mon bureau en fait. Ton corps est en France, mais alors ton esprit est à Seattle. Oui, alors j'ai eu beaucoup de propositions d'embauche des Américains pour aller vivre aux États-Unis. Ensuite, pour des raisons personnelles, vous savez que moi j'ai un petit loulou qui a des problèmes de santé, donc je veux pas aller vivre aux États-Unis. Au bout de 3 propositions d'embauche, on me disait quand même ça se fait pas de refuser tout le temps. Moi j'y peux rien, puis je suis bien en France, donc ils ont fini par créer un poste pour moi. Enfin c'est surtout David Catu, en fait on lui a dit bon maintenant t'es
t'as un trop haut niveau chez Microsoft pour être que contributeur individuel. Il m'a dit, ouais, ça me saoule le management, il n'y a qu'un seul mec avec qui je veux bosser, et puis le management fait, oui, tu veux embaucher ton pote David Rosset, ouais, donc ils m'ont créé le poste pour moi, pour qu'on puisse bosser à distance. Parce que ce qui est marrant, c'est que même pour une entreprise américaine, malgré tous les outils qu'on a, des fois le travail en remote, tout se passe à Seattle en fait, dans les discussions de couloir, les réunions. C'est toujours plus pratique d'aller dans le building de Windows ou le parce building que de t'es Edge. dev. Ouais, parce que je suis un dev, ouais. Alors, sinon, tout le business se passe dans les filiales, effectivement. Ouais, de toute façon, tu y vas quand même régulièrement, je pense. J'y vais tous les 2 mois, ouais, à peu près, pendant 1 ou 2 semaines. Et quand je vais là-bas, je prépare je sais que je vais aller voir les gens de Edge, je sais que là, je passe pas mal de temps sur les bots, sur du cognitive services, donc tu vas voir les mecs qui font le truc, ça va beaucoup plus vite. Avec 9 heures de décalage, tu travailles le soir, s'il y a des meetings, tu sais le soir à 18h. Ouais, alors l'inconvénient, c'est que je suis flexible, alors des fois j'ai des meetings jusqu'à 1h du matin. Mais ça n'arrive pas souvent. Les Américains sont quand même super respectueux du fait que ils attachent beaucoup d'importance à la vie personnelle. C'est pas du flanc comme on a certaines entreprises françaises qui disent c'est important ta vie de famille, mais ils vous mettent des meetings jusqu'à 20h. Les Américains, à 17h, il n'y a plus personne. C'est ce qu'on avait compris avec le dernier podcast. Et vraiment, ils ont tous les deux, ce qu'on interviewait, mis les points très forts là-dessus. Très respectueux. Les boîtes, que ce soit Microsoft, Google, Facebook, Twitter, toutes ces boîtes-là, ils accordent beaucoup d'importance au bien-être des employés parce qu'ils savent aussi que la concurrence est forte entre les entreprises, donc il vaut mieux bichonner les développeurs. Ouais. C'est le paradis du développeur, les États-Unis, de toute façon. Et dit, au fait, question, tu reçois une fiche de paye de Seattle alors ? Alors, c'est les Américains qui envoient l'argent à la France, mais c'est la France qui me fait une fiche de paye. D'accord. Donc, je suis sous contrat français. Donc, je suis sous CDI, donc j'ai l'argent des Américains, un peu mieux que ce que tu as en France quand même, avec la couverture sociale de la France. Donc, c'est pas mal. C'est bien. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui veulent piquer mon poste, du coup. Surtout en ce moment, je sais pas si tu as vu la finance de Microsoft, ils ont jamais été aussi haut. Ça vaut le coup. Non, il suffit de créer d'autres postes comme toi. C'est pas ton poste. Mais en fait, c'est ce que je dis, moi, en interne, souvent les ingénieurs support, ils sont un peu, ils sont dans la mine, ils disent qu'on n'est pas valorisé, c'est compliqué. Je pense que des boîtes comme Microsoft, tu as suffisamment d'opportunités pour... si tu traces ta route et tu bosses bien et que tu montres ce que tu sais faire... En général, tu as des opportunités qui s'ouvrent, il faut savoir prendre les bonnes opportunités. Ensuite, on dit chez Microsoft que si l'opportunité n'existe pas, tu peux la créer. C'est un peu facile à dire ça, parce qu'il faut vraiment quand même beaucoup bosser, mais rien ne t'empêche. Moi, j'ai des copains qui sont partis aux États-Unis. À un moment donné, ils disaient à des chefs en disant « Il manque ce type de rôle pour l'exécuter correctement dans le business, etc. Moi, j'imaginerais un rôle comme ça. » Le mec, il fait « T'as raison, d'ailleurs, je t'embauche pour le faire. » Donc, des fois, il y en a, ils créent leur propre rôle sur mesure. C'est peut-être un peu on va le voir ici, ce qui va se passer avec le sujet du jour, puisque on a la chance de t'avoir aujourd'hui pour nous parler, on l'a déjà cité, du sujet, c'est Babylon.js. Donc pour ceux qui sont DevD ce matin, tu as déjà fait une session sur le sujet en question, mais pour les autres, ou bien pour ceux qui ont choisi une autre session, est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que c'est ? Parce que moi, en tout cas, personnellement, tout ce qui est 3D, c'est un domaine qui m'est un peu inconnu. Mais je suis toujours fasciné, en tout cas, par les résultats. Ce qu'on voit, les résultats visuels, effectivement, ce qu'on peut montrer. Donc, ouais, c'est facile d'épater avec la 3D, ouais. Mais... Alors, Babylon.js, je dirais, alors ce qu'on voit là, c'est la ville de Babylone, il manque un E. D'abord, c'est pas ça. Non. D'accord ? On est bien d'accord. Babylone, c'est Nissa. Quoique, Babylone 5 qui était un feuilleton dans les années avant 2000, en 80, il y a eu 5 saisons, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai été voir. Donc c'est pas ça non plus. Maintenant, comment est venu ? Alors j'ai un petit peu creusé, je me suis renseigné à droite à gauche. Alors en fait Babylone, il a été créé par... D'abord, avant d'arriver à Babylone, il y avait la société Vertis à Toulouse, de M. Catueux, et donc il avait un moteur qui s'appelait Nova. Ok. À ce moteur-là. Donc l'idée vient de quoi ? De cette société David, je pense qu'il est né avec un moteur 3D dans la tête et puis il code de la 3D depuis quasiment tout petit. Sur des Amiga, il vient de la Démocène, donc ceux qui viennent de la Démocène, ils savent ce que c'est. Mais il a une formation de mathématicien, je pense. Ouais, il n'a pas fait de l'informatique à l'origine, il a fait un master Master 2 en maths. C'est un matheux, quoi. Ouais. Il n'a pas l'air comme ça, parce qu'il n'a pas l'air très fufute, mais... non, mais quand tu il est moins con qu'il en a l'air. Ouais, non, je veux pas de souci, pas du tout. Je veux qu'il l'entende. Alors en fait, voilà, là, il avait créé la société Vertis avec Michel Rousseau, qui est un ex-collègue à toi, mais que tu croises tous les jours. Ouais, qui est dans le même open space que moi. Qui est le designer.
Ouais, l'artiste 3D, le peintre avec ses crayons de couleur en 3D. Ouais. Donc lui, c'était l'artiste, et puis il y avait le moteur Nova. En fait, voilà, la société, c'était juste pour vendre ce moteur, commercialiser un moteur, parce qu'en fait, il y avait déjà une entreprise derrière qui est très connue, qui existe encore, qui s'appelait BeWise. Ouais, c'était la société de service. Ouais. Voilà. Alors ensuite, l'évolution, enfin, je parle au niveau de David et puis de toi, hein, du moteur, c'est qu'il y a eu le Silverlight avec le Xana qui est sorti à une époque, et là, il y a eu une adaptation du moteur Nova. Parce qu'il faut savoir que Nova était écrit au-dessus de DirectX, mais en C#. Donc il a pu ensuite facilement, enfin c'est David, hein, c'est facile pour lui, c'est pas forcément facile pour nous, le porter sur Silverlight d'abord pour Faune, et après sur Silverlight 5, je sais pas si tu en parles, où il a porté ça. En fait, quand David est arrivé chez Microsoft, il avait pas d'alias, enfin bon, la RH avait un peu merdé son arrivée, et il s'ennuyait, il fait j'ai rien à faire le week-end, moi j'aime bien coder le week-end, donc je dis écoute, j'ai les builds privés de Silverlight, dedans il y a un module 3D qui sort, tu vois, c'est exactement ça, et si tu veux je le sors, par contre il y a quasiment pas de doc, enfin bon, essaye de faire un peu de reverse engineering, tu vois, de hooker un peu ce qui se passe, et puis bon. C'est le genre de truc que tout le monde fait le week-end. Ouais, et puis le week-end, je vois sur Facebook, je fais c'est bon, putain, j'ai les yeux qui saignent, mais je me suis bien marré. Bon. Et il me dit, je vais te montrer un truc cool lundi. Alors moi, je m'attendais à voir un cube qui tourne, quoi. Je me suis dit, s'il a fait un cube qui tourne, déjà, je serais impressionné. Et en fait, il a fait une scène complète, qui est une scène qu'on a aujourd'hui du musée Spilit, avec moteur de collision, tous les shaders créés, etc. Je dis, mais comment t'as fait ça en un week-end, quoi? C'est facile, je fais ça depuis tout petit, tu me donnes n'importe quel techno, je te recode un moteur 3D, quoi. Donc j'ai dit, écoute, il y a Mix, à l'époque c'était avant PDC, l'époque PDC, avant Build, on avait Mix à Las Vegas. Je fais, écoute, moi je suis censé aller là-bas pour faire des prêts un peu internes. J'envoie un mail à Scott Guthrie en lui disant, écoute Scott, je pense qu'on a une démo qui déchire pour Silverlight pour la Mix. Parce que tout ce qu'ils avaient, eux, ils avaient effectivement qu'un cube qui tournait dans la meilleure des démos pour Silverlight 5. Fait, nous, on a un musée complet, on tourne, c'est pas possible, on vous croit pas. Je t'envoie le truc. Et du coup, le mec, ils étaient sur le cul, il fait on invite ton pote à Las Vegas, sachant qu'il avait même pas encore d'alias Microsoft, c'est-à-dire qu'on lui a envoyé son truc à live.fr, donc il disait c'est qui le mec là avec live.fr là, donc il le dégageait. Donc un temps j'avais imaginé me faire passer pour lui comme je m'appelais pour David et tout le monde nous confondait. On disait en fait c'est moi qui ai tout créé, mais bon, ça serait vu je pense. Ouais. Ce moteur là en fait il a été abandonné, mais il l'a utilisé pour un jeu. On en parlera peut-être après. Ouais. Je crois que c'est ce moteur là. Ouais. Et en fait, voilà, le gros virage, c'est IE11. Parce que dans IE11, on a un moteur WebGL. Exactement. Donc nous, quand on n'avait pas WebGL, on faisait un peu la mauvaise foi Microsoft. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en disant WebGL, c'est pas bien, il y a des problèmes de sécurité, tout ça, machin. Alors qu'on rêvait de pouvoir l'avoir. C'était la belle époque. Et quand on a appris que ça arrivait dans IE11, on s'est précipité pour commencer à coder le truc dans Chrome, parce qu'on n'avait pas encore les builds de IE. Et on nous avait dit, vous inquiétez pas, ça devrait marcher tel quel dans IE. Ils nous ont pas trop menti parce que ça a quasiment marché directement dans IE. Et David l'a à nouveau porté en un week-end. Décidément, c'est une espèce de challenge qu'il a, je sais pas ce qu'il fait. Et ensuite, je lui dis, ce coup-ci, je vais t'aider parce que sur la partie web, je connais bien, je vais pouvoir t'apporter toute ma connaissance du monde du web. Et puis, contrairement aux autres, on a voulu faire tout de suite de l'open source. Parce qu'en fait, on n'avait pas d'ambition particulière, si ce n'est de se faire plaisir et d'apporter un peu de concurrence dans le monde du moteur 3D sur le web. Et ça a rapidement pris des proportions qu'on n'avait pas imaginées, en fait. Ouais. C'est un projet vraiment, à ce moment-là, indépendant Microsoft. Ah ouais, purement. On ne voulait même pas qu'on sache qu'on soit de Microsoft, parce que à cette époque-là, un peu moins maintenant, mais avec le passif IE, dès qu'on sortait une techno web, par défaut, si c'était Microsoft quelque chose, les développeurs web, c'est de la merde, quoi. Donc on voulait surtout pas être associé à Microsoft. Attends, pourtant là, on est en mai 2013 à peu près. C'est pas si vieux que ça. Ouais, mais Microsoft a beaucoup changé d'image auprès des gens sous l'impulsion de Satya, en fait. C'est Satya Nadella qui a fait vraiment changer les choses. Entre le fait qu'on soit beaucoup plus open source. Quand on a lancé nos moteurs au début en open source, on a eu beaucoup de retours négatifs en interne, des gens qui n'étaient pas contents. Il y a des gens qui étaient contents, on avait une division qui s'occupait de l'open source à l'époque, qui nous soutenait plus ou moins d'ailleurs, pas toujours complètement. Et des gens qui aussi voyaient pas ça d'un bon œil, de dire pourquoi vous investissez du temps sur WebGL
WebGL, ça pose pas de problème par rapport à DirectX, etc. Et quiz de la propriété intellectuelle. Enfin, les gens n'étaient pas encore habitués au mode de fonctionnement de l'open source. Aujourd'hui, ça serait évident, ça poserait pas de problème, mais on a eu quand même quelques bâtons dans les roues. Et on était juste précurseurs, je pense. Et maintenant, en fait, ça va faire partie de votre boulot, parce que Microsoft, disons, soutient le projet. Ouais, en fait, au début, donc on faisait bien attention à faire ça en ce qu'on appelle le moonlighting chez Microsoft. Normalement, notre contrat dit que dès qu'on écrit du code, ça appartient par défaut à Microsoft. Si on a une idée géniale et qu'on est employé chez Microsoft, elle appartient à Microsoft. Donc le seul moyen si un jour on a une idée géniale et qu'on pense qu'on va devenir riche, monter sa startup, il faut démissionner avant et prouver que tu n'as jamais utilisé du matériel Microsoft pour commencer à développer ton idée. Sinon, ça appartient à Microsoft, c'est contractuel. Et comme c'était extrêmement contraignant, comme on avait Windows Phone qui arrivait, qu'on avait besoin de faire des applications, donc on avait plein de devs chez Microsoft, ils ont créé ce qu'ils appellent le programme Moonlight, donc en fait codé sous la lumière de la lune, donc le soir après le boulot. Et là, ils toléraient qu'on utilise quand même le laptop Microsoft pour coder, donc on était un peu dans ce mode-là. Et en fait, comme on était invité du coup à des conférences et qu'on accédait à des gens que Microsoft ne touchait plus grâce à ça, ils nous ont dit on vous autorise à passer un peu de votre temps professionnel pour le développement du projet. Et on a eu un peu de budget marketing aussi qui nous a permis d'aller discuter avec Ubisoft. Donc ça, c'était cool. Ouais, on va le voir par la suite. Je vais te proposer maintenant, c'est que je vais te faire voir des slides et puis en fait, on va réagir comme ça, d'accord ? Ça va nous permettre d'évoluer avec, très bien. Avec Babylon.js. JS comme... JavaScript. Ouais. Voilà. Très fort. Oui, non, mais je citais avec Jean-Sébastien, mais il devrait s'appeler TS quelque part. Ça devrait s'appeler TS maintenant, ouais, c'est ça, on va y revenir. Il faudra changer de nom. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce slide que les podcasteurs ne peuvent pas voir, ou moi je dirais les auditeurs ? Je sais pas, en fait, dans la salle, il y en a qui connaissent, c'est un tracker. Donc comme je venais de la démocène, je sais pas, vous connaissez vous ? Ah ouais, Amiga, Atari, oui. Ah ouais, bonheur, ouais. Toi c'était quoi, Amiga ou Amiga, moi. Amiga et Atari. Commodore 64, moi. Ah ouais, moins musique. Hein, vous êtes Commodore à fond, quoi. La scène, c'était le... Ouais, je sais. En fait, Amiga, je pense c'était mieux avec leur Bien évidemment. C'est difficile pour moi d'accepter ça. Et donc moi, j'ai eu un Atari 520 ST. Ah, tu vois. Mais moi, j'ai rapidement switché sur PC puisque j'avais un voisin qui était un ingénieur informatique qui me vendait les mérites du PC. Il me disait, c'est l'avenir le PC, alors que tout le monde avait des CPC et des Amiga à l'époque, et puis il n'y avait rien sur PC. Donc j'avais vendu un rein pour m'acheter le premier 8086 avec un disque dur de 20 mégas. Mais au fur et à mesure, donc dès que j'avais de l'argent à Noël, je disais à mes parents, je veux pas d'habits, je veux rien, je veux juste m'acheter une nouvelle carte graphique. Donc ils avaient un peu peur, mes parents à l'époque quand même. Et ensuite, pour faire de la musique, comme je pense que j'ai la chance d'avoir une bonne oreille, je suis autodidacte, je composais à l'oreille, mais j'ai jamais voulu apprendre le solfège. Ça, c'était un tracker multipiste sur 64 souvent lignes, même maintenant pour les étendre. Et en fait, ça me paraissait vachement simple d'usage. Donc on avait des instruments. Les formats à l'époque, c'était .mod, .s3m pour Future Crew. Et en fait, je composais de la musique pour mon groupe de démo. Je codais un peu, mais je composais surtout la musique. Ça reste du code de la musique. Même le solfège, c'est du code, tu sais. Ouais, en fait, la musique, c'est des mathématiques. Hein, exactement. Donc, c'est bien rythmé. Donc pourquoi on parle de musique ? Parce que si je vais à la suite, tu vas me parler un peu de ça. Ouais, alors ça... Qu'est-ce qu'on voit ? Là, on voit en fait une sorte d'île avec des lapins. C'est Worldmonger. Donc c'est un jeu que... Alors ça, c'était David. David est très très fort à chaque fois pour donner des impulsions pour lancer le projet. Donc c'est lui qui a lancé Babylone et je l'ai suivi derrière. Et là, il était manager de l'équipe de Les Évangélistes à l'époque et il dit ouais, si on veut motiver les gens à faire des apps pour notre plateforme, il faut faire des events, il faut qu'on se retrouve entre développeurs. Et donc il a créé les Dev Kings où on se retrouvait tous. C'était avant que ça s'appelle maintenant des Hackfest ou des hackathons, c'était le principe. On se retrouvait... Hackfest, ouais. Okay. On se retrouvait dans un sous-sol, comme des LAN parties, comme la bonne époque où on était entre geeks. Et puis on s'est dit, ça serait cool que nous aussi, on fasse une app pour le concours, pour montrer que, bah voilà, on sait coder aussi et qu'on les accompagne. Donc lui, il adore les jeux les jeux type
Populous ou des trucs comme ça, que moi je déteste personnellement. David et moi, on n'est pas forcément d'accord tout le temps sur les jeux vidéo, quoi. C'est un fan de World of Warcraft et moi j'ai beaucoup de mal avec ce jeu-là. On a entendu ça dans votre dernier on a un podcast là-dessus, on dédié un peu à ça. Et je suis fan de VR, il trouve que ça sert à rien la VR. Enfin, il est bizarre comme garçon. Et toujours est-il que moi je lui dis, bah, ce serait cool de faire un jeu, parce que malgré tout, concevoir un jeu, c'est quand même super fun. Et on s'est lancé dans ce projet. Et pour le porter, en fait, pour le faire, il dit, bah, je vais porter Babylon pour WinRT, comme c'était quand même un sous-ensemble de ce qu'il y avait dans Silverlight. Et moi j'ai dit, moi, ce que je propose, c'est essayer de refaire la musique, parce que je faisais la musique à l'époque de la démoscène. Donc je me suis acheté Renoise, je me suis acheté une banque de sons qui coûte vraiment une blinde, mais qui est géniale. C'est quoi une blinde? Parce que tu l'as jamais dit. Ça coûte... On va dire les combien en fait, il y avait une promo, tu sais comment ça se passe. J'allais sur le site, et au début, je voulais juste m'acheter les instruments, les violons, les cuivres, des trucs comme ça. Et puis ils disent, si t'en prends 7... bah, t'as 67% de réduction. En fait, je me suis aperçu que la promo est quasiment tout le temps là, donc je suis tombé comme un con dans le piège marketing. Mais je m'en suis sorti pour entre 800 et 1000 euros. Ah ouais. Et il t'envoie un disque dur de 1 Teraoctet avec des sons qui sont enregistrés à la fois sur scène, à l'arrière de la scène, loin des instruments. Donc tu peux mixer tout ça. Les instruments sont de super bonne qualité. C'est non seulement des samplings qui sont faits en 96 kHz 24 bits, mais en plus ils rajoutent des équations mathématiques par-dessus pour les faire sonner les plus réalistes possibles. Et donc la plupart des musiques de films aujourd'hui, ou Two Step From Hell, que moi j'adore comme type de groupe, qui font beaucoup les musiques de bande-annonce, sont faites avec ça, quoi. Ah oui, donc c'est vraiment les bases, les instruments de base, je veux dire, avec lesquels tu peux travailler. Ouais, tu peux faire chanter, par défaut, ils chantent Alléluia quand tu les fais chanter, mais tu peux leur faire des phrases complètes. Donc je me suis même amusé à faire un chant qui faisait Babylone, JS, je me suis marié à faire ça, tu vois. Donc quand j'ai vu ça, je fais c'est bon, je craque. Au lieu de m'acheter un gros jouet cette année, je vais m'acheter des instruments. On verra plus tard, au niveau de la musique, au niveau de Babylone, il y aura d'autres choses à dire là-dessus. Mais là, c'est parce que bon, on est encore un peu avant Babylon JS. On est avant Babylon JS, ouais. Là, maintenant, on va aller d'un peu plus technique. J'avoue, c'est cette partie-là qu'on retrouve sur le site Babylon JS. Et ça m'a impressionné, puisqu'en fait, on a l'impression d'être chez Disney, sur un petit train fantôme. Bah, c'est pas pour rien, parce que ça vient de Disney, en fait. Voilà. Et en fait, David avait beaucoup de connexions dans le monde de la 3D grâce à son ancien boulot. Et il voulait montrer que c'est pas parce qu'on était dans le web qu'on pouvait pas faire un truc impressionnant. Et donc, il avait récupéré ce modèle-là auprès d'un artiste qu'il a contacté, s'il lui autorisait à reprendre ce modèle-là et le porter en Babylone. Et ça avait bien impressionné les gens sur les réseaux sociaux qu'on l'avait sorti. Et en fait, le modèle avait été fait à l'origine pour Disney, pour les aider, pour les attractions, en fait, à former les gens. Pour éviter de stopper l'attraction, ça coûte très cher de stopper l'attraction pour dire bah voilà comment fonctionne la machine, par où il faut passer, etc. Ils avaient demandé à modéliser en fait une attraction en 3D, temps réel, pour qu'on puisse finalement faire de la formation comme on pourrait faire aujourd'hui en VR du coup, pour faire la formation. Et on peut aller voir, et voilà, et donc ensuite le petit train était animé, il y avait la fumée, il y avait un peu de réflexion. Donc elle était un peu chargée la scène pour l'époque. Bon, maintenant les machines elles s'en sortent un peu mieux parce qu'on gagne toujours en puissance. Mais sur les réseaux sociaux, les gens ils étaient scotchés en disant la vache, ça tourne, c'est du JavaScript, HTML, WebGL, ce truc-là, ça avait bien impressionné les gens. Donc c'était une des scènes qui était cool. Sinon, toutes les autres scènes qui sont impressionnantes sont faites par Michel. Celle-là n'est pas faite par Michel. Donc peut-être qu'il avait été un peu vexé, mon Michel chéri, mais bon, c'est quand même un super designer, mais il y en a d'autres qui sont pas mauvais. Bon, j'arriverai pas. Elle est quand même costaud, elle est costaud, et il va pas vouloir la charger un jour. Justement, pour faire une scène, hop, je clique. Voilà, en fait, le plus simple, à mon avis, c'est de partir du playground, c'est-à-dire t'as une sorte de il y a des samples. Ouais. Et ça, c'est depuis le début sur le site babylonjs.com. Ah non, pas depuis le début. Pardon Moi, je l'ai connu là. Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'au début, je vais vous raconter l'histoire d'un projet open source. Tu codes un projet open source en disant que tu t'adresses principalement à des développeurs, que les développeurs vont lire ton code source. Grave erreur. Grave erreur, c'est-à-dire qu'ils ne lisent pas le code source. Ouais, mais ça, c'est un bug, je pensais qu'on avait résolu. En fait, on démarre trop tôt l'animation, ça veut qu'il y a une partie des wagons qui doivent être autre part. Ouais, en fait, on est en train de voir en train de voir la vidéo.
la vidéo et je suis... L'animation Ouais, et 3D, puis Toss il est en train de se perdre dans le décor Disney. Là. moi je suis dans Minecraft, je vais pas forcément sur les trains si tu veux. Finir par avoir un Mickey, et puis apparemment ta machine elle a du mal là. Ouais. Il faut que j'arrête de prendre des MacBooks. Et donc, en fait, les gens venaient nous, vraiment littéralement des fois nous agresser en disant « Ouais, je comprends pas, vous répondez pas à ma question, c'est quoi ce projet, etc. » Alors qu'on avait beau expliquer que c'était gratuit, open source, que c'était sur notre temps libre. Apparemment, même si c'est gratuit, tu dois des trucs aux gens. On a découvert ça. Bon, au début, on était un peu déprimés, puis ensuite, les gens commençaient à nous aider dans la communauté à répondre aux questions à notre place sur les forums en remerciement. Il y a des gens qui disaient « Moi, je suis pas capable de contribuer au code parce que je suis pas assez bon. Par contre, je peux vous aider à répondre aux questions les plus basiques. » Donc ça, c'était super cool. Donc on a repris un peu foi dans l'humanité à ce moment-là. Et je disais à David, on passe trop de temps à répondre à des questions de base, ou juste, les gens nous disaient « Ça marche pas. » Alors on disait « Oui, mais qu'est-ce qui marche pas ?» On sait pas. Quand j'affiche un objet, il n'est pas correct. Bah oui, mais qu'est-ce que tu as fait exactement? Donc on s'est dit, merde, il faut un moyen de les aider à exprimer ce qui se passe. Donc comme j'avais saoulé David pour qu'on passe en TypeScript, il n'était pas du tout chaud au début, malgré qu'il passe son temps à raconter que c'est l'inverse. Ce qui se passait, c'est qu'il pensait que TypeScript fait par Anders. Il est en force parce que David n'est pas là. Ouais, mais je pense que s'il est honnête, il finira par dire qu'il fait des blagues là-dessus. Que comme c'est fait par Anders, l'inventeur de C# et .NET, et qui était... Dans ses déclarations, Anders, on n'a pas l'impression qu'il était un grand fan de JavaScript, effectivement. Et donc, quand il a sorti TypeScript, David pensait que c'était plutôt une agression vis-à-vis de la communauté JavaScript et que lui pensait qu'on pouvait faire très bien des choses avec le langage par défaut, ce qui est vrai. Malgré tout, le fait de ne pas avoir le typage, c'était quand même problématique. Et typiquement, dès que j'ai réussi à le convaincre, quand TypeScript est devenu un peu plus mature, à tout réécrire en TypeScript, on a trouvé des bugs qui étaient devant notre nez, mais qu'on ne voyait pas grâce à la magie du casting dynamique de JavaScript. Un bug de collision on le voyait de temps en temps, mais on disait ouais, ça doit être la machine qui se met à ramer à ce moment-là et tout. Enfin, on se mettait des œillères et on a fini par voir que c'était bien un problème de ça. Et ça nous a permis surtout d'avoir ce playground. C'est comme on a tous les fichiers typés de l'ensemble de nos objets, en fait, de nos classes. On peut interagir avec l'API, et ça, on avait contacté les gens de Monaco, le projet, avant qu'il devienne open source. Alors ça, c'est l'avantage d'être Microsoft, pour le coup, en leur disant, moi j'aimais bien le playground de TypeScript, et je dis, j'aimerais bien faire la même chose, mais pour interagir avec une scène 3D temps réel, ce qui serait un super outil pour nous de formation pédagogique, et en plus, les gens pourraient faire un exemple de repro, sauvegarder l'URL et nous l'envoyer, au lieu de dire ça marche pas et d'expliquer mal ce qu'ils font, ils nous envoient un repro et puis on leur dit c'est toi qui utilises mal le moteur ou effectivement on a un bug dans le moteur. Donc ça a été un outil vraiment magique. Là on essaye d'aller un cran plus loin avec Étienne, là on s'amuse, il a codé un bot pour essayer de justement trouver des exemples de code. Tu puisses demander au bot, j'aimerais bien savoir comment on fait des lumières, comment on fait des trucs comme ça, donc chercher dans le code. Et à terme, ce que j'aimerais bien faire, c'est pouvoir, en disant les intentions, il y avait une session Cognitive Services aujourd'hui, on parlait de Louis, détecter des intentions et dire, quelqu'un qui n'est pas fort en 3D, dire, je veux faire 2 sphères, bouge la sphère rouge plutôt à gauche, etc. Et que le code finalement décrive son intention. Je pense que ça pourrait être possible, mais on verra si on arrive à le faire. Si tu veux perdre les développeurs, on n'aura plus de métier. Non, parce que voilà, ta grand-mère, elle n'ira pas plus loin que toi, j'espère, grâce à Louis, sinon il y aura quand même un souci. Mais c'est plutôt pour toucher une cible. Et puis, moi, je suis le directeur marketing de Babylone également. Donc, je cherche un moyen de le faire connaître le plus possible. Donc, j'essaie de trouver des trucs cool. Donc là, on avait Ubisoft à un moment donné qui nous avait bien aidé. Maintenant, on travaille avec les équipes HoloLens, on en reparlera certainement. Mais je cherche toujours un moyen de toucher plus de gens, en fait. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme forme, je veux dire, dans un moteur 3D? Qu'est-ce que vous avez mis en place au départ? Alors, en fait, au début, moi, j'étais persuadé d'être incapable de faire de la 3D. Donc, depuis tout petit, je rêvais de faire de la 3D. J'avais un copain qui bossait en 3D sur les Amiga. J'ai essayé, quand j'étais dans mon école d'ingé, de faire de la 3D sur des Silicon Graphics. Ça me faisait rêver, parce qu'à l'époque, il y avait Jurassic Park qui était fait là-dessus. Donc, moi, j'étais une quiche, je me suis dit, je serais jamais bon en 3D. Et en fait, c'est parce que jamais personne me l'avait correctement expliqué. Et David a également ce talent d'être extrêmement bon pédagogue. Il m'a dit, je vais t'expliquer en fait. C'est pas compliqué la 3D, c'est des calculs matriciels. Donc il m'explique les calculs matriciels, on en a tous fait, mais c'est vrai qu'on l'a pas forcément vu appliquer. Donc tant que c'est chiant, on n'a pas trop envie d'apprendre. Ensuite, il me dit, pour dessiner un objet 3D qu'on appelle un mesh, donc en fait il m'a expliqué le vocabulaire. Un mesh, c'est un objet 3D qui est constitué de triangles. Il m'a expliqué un peu l'historique, pourquoi c'est des triangles. En fait, c'est la forme géométrique la plus simple
après la ligne, t'es pas en 2D encore, donc pour projeter en 2D, c'est le triangle. Ensuite, comment remplir ces triangles? Il faut remplir les peindre à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un pixel shader. Et ensuite, comment travailler sur la géométrie, c'était un vertex shader. Donc il nous a appris à faire tout ça avec un moteur qu'on appelle un moteur soft, donc uniquement sur le CPU. Donc c'est très bien pour apprendre. Et donc j'ai fini par le bloguer d'ailleurs. C'est une de mes séries d'articles les plus populaires sur mon blog. C'est comment faire un moteur 3D de zéro qui marche que sur le CPU. Aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt, mais c'est mortel pour apprendre en fait, sans utiliser le GPU. Donc tu comprends toutes les bases de la 3D. Comment tu fais la projection de l'espace 3D à l'espace 2D, les calculs matriciels, tout ce genre. L'aspect mathématique des choses pour voilà. arriver à quelque chose. Et expliquer, comme lui m'a expliqué, je l'ai retranscrit, et il y a plein de gens qui ont compris comment ils font. Ils l'ont porté en Java, en WPF, ils l'ont porté dans plein de versions différentes. Quoi. Ça se trouve quoi sur ton blog? Sur mon blog, ouais. Vous allez sur davrous.com et j'ai une série de 6 ou 7 tutoriaux où je montre le code en TypeScript, JavaScript et C#. Et tous les moteurs 3D, parce que je t'ai dit, moi je connais pas grand chose à ça, tous les moteurs 3D font en gros la même chose? Ils ont tous la même base. Ensuite, ils ont forcément du génie plus ou moins important sur l'optimisation, sur comment exploiter au mieux les ressources de la machine, sur la simplicité d'utilisation, sur tout le pipeline qui est derrière, comment tu intègres ce qu'on appelle les assets, donc les objets 3D, comment tu intègres les effets spéciaux, parce qu'aujourd'hui dans les jeux vidéo, tout le monde maîtrise les bases d'un moteur 3D. Par contre, quand tu prends le moteur Unreal ou ce genre de moteur, ils ont toute une ribambelle d'effets graphiques intégrés ou d'optimisation pour les différentes plateformes qui sont faites pour toi. Et donc c'est là-dessus qu'ils vont se différencier sur les services ajoutés en fait qu'il y a dans le moteur 3D. Mais ils ont tous exactement les mêmes bases qui sont d'ailleurs décrites dans ma série de blog. Pub, moment pub, badoumba. Excellent. Voilà, donc ça, c'est vraiment le truc personnellement que je conseille. Le playground, ouais. Ah, vraiment. Là, on apprend, on touche en temps réel, on voit tout de suite le résultat. Et en plus, comme tu l'as montré dans ta session, en fait, on a l'IntelliSense. Ouais, ça, voilà, c'est le player Monaco qui est top pour ça. C'est vraiment excellent. On a un petit goût de Visual Studio. Voilà, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? C'est Minecraft, un truc qu'on a racheté pas cher. En fait, tu peux pas dire grand-chose parce que voilà, pour te dire que moi je connaissais rien en fait en Babylon.js et puis voilà, en 2 heures j'ai fait ça, je me suis amusé. Alors, il n'y a pas pire que ce code-là, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout optimisé, il n'y a rien du tout. Et ça me fait penser à une session qu'avait fait Étienne Margraff au Tech Days, il y a 2 ans en arrière, où il était parti, voilà, on peut partir d'un truc fait comme ça en 2 heures et on va vite se rendre compte qu'on va être bloqué. Puis en fait, tout doucement, il met les briques en place d'un moteur 3D et puis la fluidité, il a fait quelque chose d'assez sympa. Le code, en gros, c'est ça. Moi, il y a des pages JavaScript, mais dedans, c'est un peu le playground. Et puis, j'étais mettre des blocs, j'étais mettre des textures. Basta, terminé. C'est cool. Tu fais un bon retour. En fait, il faut savoir que quand vous faites du WebGL, en fait, vous faites quasiment pas de HTML. La plupart du temps, vous décidez dans un canvas 3D, donc vous faites que du pur code. Finalement, que ce soit du JavaScript, du C#, du C++, on s'en fout un peu, quoi. Donc là, tu vois, on n'entend pas la musique parce que je ne sais pas pour quelle raison elle n'est pas jouée. Mais après, j'ai même interagi. Et là, j'ai même fait bouger le bonhomme. Regarde, c'est extraordinaire. Il bouge, mais peut-être par. Alors j'appuie sur Z parce que c'est la touche par. Et voilà l'effet bouger la test. Voilà, alors après je me suis arrêté parce que j'avais pas que ça, mais elle peut même tourner. Bonjour. Pour les auditeurs, vous voyez pas, mais c'est un rendu incroyable. Je crois que c'est une des meilleures démos Babylon que. Et retour à la case départ, c'est quand même quelque chose. Je pense que Minecraft, on est dans la merde, nous, on va 2 fois. Non, je vais conseiller à vite revendre Minecraft parce que là, tu vas le ruiner. Je pense que je vais postuler chez Mojang. Il n'y a pas photo. Là, non, mais tu vois, ce que tu as fait, c'est le parfait exercice qu'il faut faire pour apprendre. C'est que tu démarres, tu vas faire des erreurs parce que tu sais pas toutes les techniques d'optimisation de draw call que j'expliquais dans ma session, de grouper les objets, etc. Et au fur et à mesure, par itération, tu vas améliorer les perfs et puis tu peux demander de l'aide sur les forums. Toutes ces problématiques sont quand même bien décrites. Et c'est le seul moyen d'apprendre, c'est de se lancer sur un petit jeu. Et malheureusement, la session d'Étienne Margraff, elle n'était pas enregistrée. Ah ouais. Et c'est dommage parce qu'en fait, il est parti quasiment de ce que j'ai fait, parce que je me souviens quand je l'ai fait, je lui ai fait voir, il m'a dit, je peux m'en servir pour la session de cette base-là. Regarde, même la tête bouge. Regarde, c'est surtout ça qui est impressionnant. C'est le truc de ouf. C'est la tête qui se sépare du cœur. T'as remarqué la texture transparente? Pour ceux qui ne voient pas, imaginez un Pixar en temps réel quasiment. Je crois que j'ai un petit bug. On essaiera de leur mettre la vidéo en même temps, ceux qui veulent le voir.
Voilà. Une question que j'avais moi par rapport à ça. Donc on voit beaucoup d'animations, mais on peut aller jusqu'où avec Babylon.js? C'est-à-dire il y a des exemples où on peut faire des jeux et il y a des limites, parce qu'il y a un aspect de fluidité à un moment donné, il faut... Babylon.js n'a pas de limite connue à ce jour. C'est toi la limite. Ça, là, c'était moi présentement. La limite, c'est un peu comme tout moteur 3D à les limites du matériel, le plus évident. Également des instructions sur lesquelles on s'appuie. Donc aujourd'hui, les derniers jeux, par exemple, ils ont réussi à lever la barrière des performances en passant sur du DirectX 12, sur Windows 10, les consoles récentes ou des équivalents en OpenGL. Nous, on est limité par ce que propose WebGL, qui est un certain niveau de shader. En fait, ça te permet d'accéder à une certaine partie de la complexité du matériel, des cartes graphiques. Ouais. Donc typiquement, aujourd'hui, si on veut faire un jeu qui se balade dans beaucoup de couloirs sans forcément calculer ce qui se passe derrière le couloir, parce que du coup, quand tu es dans le couloir, ça sert à rien de dessiner ce que tu ne vois pas. C'est assez compliqué à faire parce que pour nous, il est dans le champ de la caméra, même s'il est derrière un mur. Donc calculer cette occlusion-là, il faut des extensions spécifiques du GPU qu'on n'a pas accès dans WebGL 1, mais qu'on aura accès dans WebGL 2, sur lequel on travaille aussi. Donc en fait, tu as des limites qui sont liées comme ça à l'API sur laquelle on repose. Ensuite, sinon, franchement, on a à peu près la puissance disponible aujourd'hui d'une Xbox 360 dans le navigateur. Donc, 360, parce que Xbox One, justement, ont des API supérieures aux nôtres, donc ils peuvent pousser plus loin l'accès au matériel. Mais ça veut dire que tu peux faire déjà des jolies choses, je pense. Petite parenthèse, tu vois ce qu'il a dit, si tu aimes bien la série Les 5e éléments quand tu étais petit en noir et blanc, il y avait les constructeurs du temps. On ne faisait pas, si à la seconde près, ils ne construisaient pas ce qui était au dehors parce que tu n'y étais pas. Tu comprends. Passionnant. Et un autre point aussi, moi souvent on me demande, c'est elle est où la séparation entre développeur, designer? Parce que là, il faut être un dev, on va dire, pour taper du code. Il y a du code JavaScript à devoir taper. Mais à un moment donné, il y a des textures, le designer fait quoi? Le designer fait énormément de choses. En fait, dans un jeu vidéo, il y a plusieurs rôles. Il y a aussi le game designer, qui est un peu la pierre angulaire de tout ça. C'est un peu le chef de projet, c'est lui qui définit le gameplay, l'univers du jeu avec les autres. Mais l'artiste 3D a une composante très importante parce qu'il va s'occuper de sculpter les objets, les fabriquer de zéro, comme tu fabriquerais une sculpture. Il va aussi appliquer les habits de ces objets, donc les textures. Donc ça... il faut des gens qui ont des tablettes graphiques, ils sont pros de Photoshop pour préparer leurs textures. Et il faut qu'ils sachent aussi comment fonctionne en fait un ordinateur et la partie CPU-GPU, parce que moi j'ai travaillé avec des gens qui étaient purs graphistes, et quand je travaillais avec eux avec Babylon, ils faisaient les mêmes erreurs que j'avais montrées dans ma session, c'est qu'ils ne groupaient pas par exemple les objets ou ils ne groupaient pas les textures. Il y a un travail d'optimisation qui vient quand même de la partie création de l'artiste. Donc ça veut dire que les artistes 3D, en tout cas dans le monde du jeu vidéo, de la 3D temps réel, ils sont obligés d'être assez techniques pour comprendre que sans aller aussi loin que nous, à savoir ce que c'est, à écrire un shader, ils savent quand même ce qui se passe un minimum dans le shader, ils savent les allers-retours qu'il y a entre le CPU et le GPU, et en fonction de ça, ils peuvent créer leur scène. Ils savent aussi quelles sont les capacités techniques des GPU, donc ça sert à rien d'afficher 10 millions de polygones sur un téléphone parce que tu vas le faire écrouler, donc ils savent aussi qu'il faut concevoir leur scène en fonction des capacités de la machine. Donc ils ont beaucoup de travail à faire, et en fait sans Michel, notre moteur aujourd'hui, il a aussi beaucoup fonctionné, c'est grâce au travail de Michel qu'il l'a mis en avant, parce qu'on pourrait avoir le même moteur technique et faire, nous en tant que dev, faire des sphères pourpres et des cubes qui tombent, ça fait pas rêver les gens, quoi. Si je simplifie très fort, je dirais qu'en gros votre boulot dans Babylon.js, c'est faire plus l'aspect langage de programmation, on va dire les briques style des user control et des choses comme ça qu'on aurait dans du développement classique, et puis tu as le graphiste qui lui va assembler tout ça pour faire lui il a tout un ensemble de services à sa disposition qui vont être alors soit des effets spéciaux comme des particules, soit des textures particulières, des types de rendus. C'est-à-dire que Michel des fois il faisait ses courses auprès de David en disant j'aimerais bien tel type d'effet, donc pour l'avoir dans l'effet ça veut dire que tu dois coder dans le shader cet effet là, et tout ça c'est des équations mathématiques, c'est de l'optique, etc. Donc lui il est sensible, Michel, en tant qu'artiste 3D, à cette notion d'optique. Par contre, il s'en fout de comment ça marche. Il dit, moi, je vais te donner ça, je veux que c'est tel résultat visuel temps réel. Donc, ensuite, les services qu'on donne, c'est le son 3D, le gamepad, tous ces trucs-là, c'est des services rendus comme un framework, en fait, comme le framework.net, tu le mets à disposition des gens. Le développeur va s'appuyer dessus, et l'artiste, lui, il fournit toutes les assets par-dessus. Ok.
Alors, je te fais voir maintenant une photo. C'est Assassin's Creed Pirate. Ça, c'est un projet de débile, ouais. Vas-y, raconte. Alors, comme on commençait à être populaire chez Microsoft, il y a un mec un jour qui nous appelle en disant moi, je m'occupe de Edge, j'ai pas mal d'argent. Et on savait pas trop ce que ça voulait dire pas mal d'argent. D'ailleurs, je sais pas si je peux dire aujourd'hui combien ça veut dire pas mal d'argent. Et il nous dit est-ce que ça vous dirait qu'on travaille ensemble pour bien donner un coup de boost à Babylone pour travailler sur un gros projet, quoi, plutôt que vos démos qui sont sympas, mais. Je dis oui, à quoi tu penses? Bah, il dit moi j'avais pensé aller voir la NASA, aller voir Disney, etc. Je dis quoi? Avec David on était au téléphone, on gros blanc en disant le mec c'est un mytho, il nous raconte n'importe quoi, il veut qu'on aille voir la NASA. Et puis il dit vous avez d'autres idées? Je dis bah puisqu'on est dans le délire intersidéral, j'ai dit nous on a un peu de relation avec Ubisoft parce que comme on travaillait avec le Windows Store, les engager avec Rayman à venir sur notre store, et on pourrait peut-être aller voir Ubisoft, c'est des Français, ils sont pas loin. Ah ouais, bonne idée, carte blanche, allez-y. Donc on prend rendez-vous chez Ubisoft, ils sont à Montreuil, dans le nord de Paris. Et puis on arrive, donc on est super content, on arrive dans le local d'Ubisoft, on voit les lapins crétins, on est comme des gamins, quoi. Et puis il y a le directeur technique qui arrive, fait ouais, bah je connais Babylone, on a commencé à l'évaluer, on pense que c'est un bon moteur, on aime bien et tout. Alors David, lui, il était liquide, il se pissait dessus littéralement, il était comme un débile. Donc par contre, ils avaient plein d'interrogations techniques. Par contre, on est un peu sceptique sur les performances de WebGL, on est un peu hacké. Alors là, ils se sont mis à parler de niveau de shader entre leur super développeur et David. Donc déjà, ils ont vu, ok, il fait partie de notre communauté, le mec, respecté, tu vois. Et ils disent et nous en fait moi j'avais dit avant le meeting, on était avec Pierre Lagarde aussi à l'époque avant le meeting, je dis moi mon objectif, mais j'avais déliré quoi, mon objectif je veux repartir avec la licence Assassin's Creed quoi. Alors ils nous avaient parlé d'un petit jeu genre une espèce de paf le chien like et tout, qui nous avait je déteste ce genre de jeu, ouais mais en fait bon, en même temps rien qu'Ubisoft en lui-même c'était déjà cool quoi. Et donc il nous parle du petit jeu et tout. Je dis ouais, mais enfin ça pose problème quoi. Parce que nous les mecs aux États-Unis ils veulent voir un truc qui existe déjà pour voir des assets. Là c'est un jeu en cours de construction, ça a l'air bien. Hein. Mais puis je me tourne, il y avait une affiche Assassin's Creed. Je fais ça par exemple, ce serait pas mal quoi. Ça de la gueule, je m'attendais à me faire mais vous êtes complètement malade. Et le mec il fait. Ouais, en fait, on y avait pensé effectivement. Ça tombe bien que vous en parliez. On aimerait bien faire une expérience, un mini-jeu dans le navigateur. On est sorti de là, mais je pense qu'on touchait plus terre, quoi. Et d'habitude, les projets qu'on faisait avec d'autres personnes, on passait un temps monstrueux à leur expliquer comment marchait le moteur. Et là, en fait, ils nous disent bon, on se revoit dans 3 semaines. On nous fait le truc. Et là, plus de son, plus d'image. Et là, on était en stress parce qu'on devait le présenter. À je sais plus quel grand événement, je sais plus si c'était Build ou un truc équivalent, et on se dit merde, faut quand même qu'on arrive à faire le suivi du projet, parce que on dit ça va les gars, Ubisoft, tout se passe bien? Ouais, nickel, le moteur super simple, super bien conçu, pas de soucis, mais tout se va bien? Ouais, puis à force de les stresser, ils nous disent mais pourquoi vous êtes stressés? Ils nous envoient des screenshots du truc. Il fait mais c'est des screenshots de Babylone que vous nous envoyez? Bah ouais. Et là ils avaient pris le bateau, ils avaient fait un shader de flotte qu'ils avaient rajouté par-dessus, c'était parce qu'ils sont bons pour ce genre de défait. Alors on était super contents et ils nous ont jamais demandé la moindre aide. Et ils ont tout fait. Alors pourtant que c'était des développeurs C++, mais alors faut savoir que c'est plus fluide sur la machine que sur le projecteur. Mais donc c'est des assets qui sont tirés du jeu en fait, et alors l'idée c'est qu'ils voulaient pas faire un jeu complet. Parce qu'ils avaient peur de la propriété intellectuelle, de l'image que ça avait. Ils voulaient juste faire un test de R&D avec nous. Mais moi, ça m'a permis de prouver ensuite aux gens que j'engageais. Je disais, regardez, ce que fait Ubisoft en 3 semaines, c'est quand même super cool. Bon, ensuite, TOS, il ne sait pas manipuler le jeu, mais l'idée, c'est qu'au touch, on pouvait... Parce que tu n'es peut-être pas en 100%, donc ils n'ont pas géré l'interface... c'est pas des webeux, donc en fait ils ont tout fait un peu en position absolue. Je suis ni joueur webeux là même. Ouais. Mais bon, l'idée c'était de passer dans des cercles avec le temps minimum nécessaire et de faire un peu un concours sur les réseaux sociaux sur le meilleur temps. Je voudrais descendre mes voiles. Tu peux changer la météo, tu as des boutons de contrôle et tout. Donc là on était ultra contents et ça nous a permis d'être convaincu qu'il y avait un avenir de la 3D temps réel et d'une forme de jeu sur le web, de le prouver. C'est-à-dire que maintenant on a arrêté de me dire la 3D sur le web c'est pas performant, et ensuite ça nous a permis d'être vachement plus connus en interne et en externe quoi. C'est vrai quand on voit ça, il n'y a plus rien à prouver quand
une animation comme ça ou un jeu comme ça qui sort. Bah ouais, tu vois, et là, typiquement, les effets graphiques dont on parlait tout à l'heure, là, c'est intéressant parce que c'est plus un développeur enfin, c'est un développeur un peu spécial, les gens qui font les shaders, comme tu vois, le shader d'eau, là, qui est très beau. Il a une sensibilité un peu artistique, mais surtout, il est très très bon en mathématiques pour savoir modéliser ce genre de mouvement. Donc c'est un développeur pas comme nous on a l'habitude d'être, on va dire, on a un peu s'appuyer sur des services, mais lui il fait des effets spéciaux, quoi, tous les effets spéciaux. Et on t'en parlait, certains moteurs 3D, t'arrives, tu dis, tu drag and drop l'eau sur ton truc et t'as directement ça, tu vois. Oui, ça vous n'avez pas vous dans Babylon.js. Nous on n'en est pas là, un jour peut-être qu'on aura des librairies, on a un peu de librairie de matériaux. Donc, maintenant on a un shader d'eau qui est moins évolué que celui-là, mais on en a un, qui vient de Worldmonger d'ailleurs. Mais l'idée c'est qu'on aimerait bien que la communauté contribue pour nous aider à avoir ce genre de truc. C'est ce que j'allais dire, comme Babylon.js depuis toujours est en open source, vous êtes comment maintenant en termes de communauté? Ah bah maintenant c'est au début on était que 2, donc bon on a eu des moments un peu des passages à vide, hein, côté tout seul. Heureusement qu'on était au moins 2, donc quand il y en a un qui allait pas, l'autre allait bien en général. Et maintenant on a 8 membres principaux dans le cœur de Babylone, on travaille sur Slack. Pour échanger, donc on a plusieurs Français, un Allemand, on a un Américain, 2 Américains, et du coup maintenant la plupart des contributions dans les dernières versions de Babylone, plus de la moitié du code ça vient de la communauté, donc on a passé un cap où les gens ils maintiennent eux-mêmes certaines features, ils committent du code propre, ils nous aident dans les forums, ça fait vraiment plaisir quand tu atteins ce cap là, parce que quelque part tu peux dire bah je peux mourir. Tu vois, je veux dire, je peux passer à autre chose ou mourir, et le projet, il peut continuer de vivre par lui-même, potentiellement. Ok, la suite, c'est ça. 2 écrans d'une scène, d'une pièce bétonnée. Alors ça, c'est le fameux musée que David avait affiché dans Silverlight 5 en un week-end, qu'on a repris, du coup. Ah ouais. Ouais, c'est cette vision-là. C'est vrai que c'est quand même, en un week-end, c'est quand même déjà pas mal. Alors, c'était pas en vue, là, c'est une vue VR. Alors, ça, c'est moi, j'ai souvent des idées à la con, moi, en tant que directeur marketing. J'arrive, je fais, en ce moment, tout le monde parle de VR, je veux qu'on fasse de la VR. Donc, c'était la sortie du DK1 Oculus. Et David, à chaque fois, il fait, t'es gentil, à chaque fois, t'as des super bonnes idées, c'est moi qui les code, quoi. Ah ouais, mais bon, c'est comme ça. Bon, il a aussi plein de super bonnes idées et il les code lui-même. Donc, et donc, je lui dis, écoute, la VR, ça marche vraiment bien, j'aimerais bien qu'on essaye de faire un truc autour de l'Oculus. Il me dit, ouais, mais enfin, les API sont pas exposés, c'était bien avant que ça soit normalisé, standardisé. Les API sont pas normalisés, donc comment on fait pour JavaScript? Je fais, bah, on a accès aux accéléromètres dans JavaScript, dans les API. Ce serait pas mal d'écrire un driver en C++ qui simule un accéléromètre basé sur l'Oculus, et du coup ça marcherait. Il dit ouais, sur le papier c'est censé marcher, mais je demande à voir, quoi, hein. Et donc en fait moi j'ai pas du tout envie d'écrire le driver en C++, donc en fait comme David voulait pas l'écrire non plus, j'ai essayé de trouver une autre proie, donc qui était Eric Vernier. Je vois Eric Vernier, je fais dis donc, t'as jamais kiffé Babylone toi un petit peu, ça te dirait de devenir célèbre grâce à nous, toi tu vends un peu le truc, tu vois. Non, parce qu'il est pas connu, David Eric Vernier. Non, c'est un autre évangéliste qu'on a dans l'équipe. C'est un dinosaure, ce gars. Ouais, c'est la mémoire vivante de Microsoft France, et donc du coup il dit ouais, ok, il s'y met, et puis rapidement on arrive à un truc qui commence à marchoter, quoi. Donc on a ensuite peaufiné pour Build, en fait, où là du coup il y a eu une démonstration sur scène par notre grand patron Steve Guggenheimer, où il met le casque Oculus pour montrer Babylone en la première version de la VR. Maintenant, c'est supporté nativement par les navigateurs avec un standard, mais nous on avait écrit un petit driver. Alors ça marchait que dans IE du coup, sur Windows. Donc du coup, bon, on avait un peu pris de risque parce qu'on pouvait se prendre le retour de flamme de ouais, vous faites un truc pour un navigateur. Mais l'idée, c'était plutôt de faire un proof of concept, de dire voilà, ça peut être cool aussi la VR dans le navigateur. Maintenant, il y a ce logo-là. Est-ce que ça te parle au niveau de Babylone? Dolby Surround. Ouais, on a travaillé avec eux. Alors en fait, le fait de passer à Corp, ça démultiplie tes contacts et les possibilités de finalement de faire des partenariats. Et il y a Dolby qui nous a aidé à avoir. Faut savoir que Edge est le seul navigateur à supporter le codec Dolby Digital Plus sur le web. Donc ça vous épate, ça vous permet d'avoir éventuellement du son spatialisé de haute qualité depuis votre navigateur chez vous si vous avez un super système son. Et en fait, ils voulaient reprendre certaines de leurs contenus qu'ils avaient encodés à la fois en H264 et avec leur codec dans un environnement 3D. Donc en fait, on a travaillé avec eux pour faire cette petite démonstration qu'on a mis aussi sur notre site web.
Et donc, on a noué des contacts avec Dolby, donc c'est toujours cool, hein, Dolby, parce que moi, en plus, je suis un gros fan de home cinéma depuis que je suis tout petit. Donc, pour moi, Dolby, c'était les lettres magiques, hein, les 2D l'une à l'autre, avec THX aussi, dont j'étais fan. J'ai appris qu'il a été récemment racheté par Razer, un truc comme ça, c'est un truc de fou. Et donc, on était content de travailler avec eux. Et pareil, ils ont été totalement autonomes sur le projet. Donc, ils ont fait. L'idée, c'est que tu puisses te balader dans des espèces de showroom virtuel pour pouvoir voir des séquences de soit de Percy Jackson, je vois là, soit d'Alien, de Prometheus, ce genre de choses. Hop. En fait, quand je raconte ça dans les écoles d'ingé ou aux étudiants, ils me disent comment je fais votre métier, monsieur. Après, c'est ça. Le métier cool. Maintenant, je voudrais passer à ça, parce qu'en fait, c'est quand même très lié à cette présentation, ce château. Alors ça, c'est le 21 janvier 2000, je sais plus, du coup, 15 peut-être, 14, enfin, juste avant que HoloLens soit annoncé, donc 15 peut-être. Bon. En fait, ils nous disent, on a un gros événement le 21 janvier, on va lancer des trucs sur Windows, dont Edge qui va arriver avec le support de web audio. Donc du coup, je me dis, je m'occupe de coder le support de web audio, le moteur 3D intégré complètement dans Babylon de manière transparente. Je fournis les services à Michel. Justement, tu parlais des types de services dans 3D Studio Max. Moi, tout ce que je faisais, je lui disais, tu mets la source sonore sur tel objet et je m'occupe de calculer tout le reste pour qu'elle bouge dynamiquement et que ça gère la spatialisation. Donc on fait ça. Et en fait, il nous avait demandé une thématique et Michel a beaucoup réfléchi. Il était parti sur l'idée du manoir. Pour faire cette scène-là. Donc ça a été l'occasion de sortir la version 2 de Babylon. On a boosté pas mal de trucs dedans. On a fait un truc qui s'appelle l'Action Builder. Ça permet à Michel de définir des actions dans la scène sans coder. Typiquement, si tu cliques sur le petit cercle là au-dessus de la porte d'entrée, ça fait un son qui fait peur et ça fait clignoter le truc. On a le cimetière qui est là-bas à droite, où si tu cliques dessus, tu as Clippy qui apparaît, etc. Tout ça, il l'a codé dans 3D Studio. Enfin, il l'a pas codé dans 3D Studio Max, il a un système d'arbre nodal qui définit des actions. En fait, c'était une des nouveautés du moteur pour pouvoir permettre aux artistes 3D, de faire des scènes interactives sans coder. Et tu fais des exports à ce moment-là. Et nous, on l'exporte dans notre format JSON et qui se charge automatiquement. Cette scène avait bien impressionné les Américains, mais ensuite ils nous ont dit, finalement, alors qu'ils avaient validé le contenu, ils nous disent, finalement, c'est un peu oppressant comme environnement, ça risque de faire peur aux gens. À la limite, si vous auriez sorti ça pour Halloween, pourquoi pas. Et puis finalement, on annule votre présentation à cet événement-là, parce qu'on a un gros truc top secret qui va arriver. C'est quoi ce truc top secret? C'est quoi cette histoire? On était dégoûtés et tout. Qui peut être au-dessus de Babylon.js. Ouais, qu'est-ce qui peut être au-dessus de Babylon.js? On était très surpris. Ouais. Et puis on assiste à l'événement. Alors on dit, c'est quoi ces blaireaux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et en fait, c'est la première fois qu'ils présentaient le HoloLens avec les vidéos où tout le monde pensait que c'était du flan d'ailleurs, c'était pas possible. Et même nous d'ailleurs, moi je disais à David qui était aux US, je fais, tu l'as testé? Lui il avait déjà testé, il fait non, tout ce que tu as vu c'est vrai quoi, les trucs qu'on voit c'est vrai. Et donc c'est bon, ok, on pouvait pas lutter face à HoloLens, mais du coup on l'a gardé comme contenu exclusif pour la plénière des Tech Days, on l'a montré pour la première fois, donc on l'a quand même bien réussi à le réutiliser quoi. C'est vrai que c'est vachement impressionnant aussi quand on voit ce genre d'animation. Ouais, donc entièrement fait dans 3D Studio Max, sans une ligne de code, enfin à part les lignes de code de Babylon qui chargent tout ça. Mais c'est ça, donc là effectivement, le designer, dans ce cas-ci Michel, lui, il était totalement autonome, donc il a travaillé avec un ingé du son pour récupérer les assets sonores et les placer sur ses objets à lui. Moi je m'occupe d'auto-animer toutes les sources. Et c'est toujours en faisant des vrais projets comme ça qu'on arrive à faire des bons au fur et à mesure dans notre code. C'est impressionnant. L'étape suivante, là c'est une grosse étape je trouve, parce que on voit en fait la page d'Xbox avec les avatars d'Xbox, et là il y a eu quand même une bonne nouvelle. Ouais, alors ça c'était rigolo comme histoire. Je voulais raconter, genre franco, la vraie histoire. Un jour il y a les équipes de Xbox Avatar qui nous contactent en disant on vient de découvrir qu'on sort Edge. Ouais. Et les mecs d'Edge ils nous ont pas dit qu'ils supportaient pas Silverlight. Et nous, tout notre moteur d'Avatar, il est basé sur Silverlight 5 et du coup, ça marche plus dans Edge. Et il nous disait en plus, on se fait beaucoup de thunes. Moi, je savais pas qu'il y a des gens, ils dépensent une fortune sur ces conneries. Ouais. Je savais pas qu'on pouvait les acheter. Sur le montant, David nous l'a dit, et c'est monstrueux. Ah, il faut beaucoup d'argent avec ces trucs-là. Il y a une catégorie très spéciale de gens que je respecte, qui dépensent de l'argent dans tout ce qui est customisation de leur personnage. Et ils disaient, on va perdre plein d'argent avec cette histoire. Donc, ils ont vite benchmarké en fait tous les moteurs 3D WebGL du marché.
ils ont fini par décider de prendre Babylon.js sans savoir que c'était fait par Microsoft. Un jour, ils discutent avec des mecs de Edge en disant nous, le meilleur moteur qu'on a vu, c'est Babylon.js. Ah ouais, vous savez que c'est des mecs de Microsoft qui l'écrivent. Ah bon, sérieux? C'est le bâtiment d'à côté. Bah ouais, non. En Qui fait, bouffe à table à côté tous les midis. c'est une grosse boîte Microsoft, donc le nombre de fois où tu découvres que les mecs ils ont pas été discutés, donc ils se sont mis en relation avec nous. Au début, ils étaient un petit peu frileux à cause du fait que ce soit open source et géré que par 2 gars principalement. Mais bon, j'ai dit, vous avez David Catus. Alors, dans les conf calls, je leur dis, vous inquiétez pas, David Catus, c'est pas un gars, quoi. C'est un extraterrestre, c'est un truc, on ne sait pas comment c'est possible, quoi. Vous inquiétez pas. Et rapidement, il leur a prouvé parce que les mecs disaient, ce serait bien qu'on ait tel type de truc dans le shader, tel type dans le truc. Il fait, bouge pas. Il fait, ça y est, c'est comité, c'est dans le repo, tu peux faire un get latest sur le TFS, ça marche. Ça sur le coin d'une table. Ouais, pendant qu'il fait des réunions en plus. Il est insupportable, quoi. Il fait ça, j'ai envie de le baffer. Moi, je suis mono-threadé, c'est-à-dire que je fais une réunion, je fais rien d'autre pendant ce temps-là, parce que sinon je peux pas faire l'un et l'autre, quoi. C'est l'un ou l'autre. Donc les mecs ils disaient, ah ouais, quand même, ils ont l'air d'envoyer du pâté. Moi, je m'occupais de faire des trucs un peu plus modestes, d'essayer d'optimiser les ressources, de pas forcément activer mon moteur audio. Ça nous a permis aussi d'optimiser un peu notre consommation mémoire. Et les mecs, ils ont fini par être autonomes et ils ont fini par dire, on a réussi à reprendre exactement le format de fichier qu'on avait et le recharger en WebGL. Et donc du coup, c'est devenu totalement transparent pour les utilisateurs. Ils sont arrivés sur la page et ils avaient les avatars. Alors nous, on était comme des dingues. En plus, ils nous envoyaient, c'était le début des Ninja Cat. Il nous avait envoyé, comme il avait accès à tout le store, il fait, je peux vous envoyer des assets si vous voulez. Donc il nous envoyait en remerciement les Ninja Cat en avant-première et tout, qu'on n'avait pas le droit de montrer. Alors c'est dur pour nous de dire, ah merde, t'es sûr que je peux pas le montrer? Non, en fait, déconnez pas les gars. Alors, du coup, le moteur, là, ce qu'on voit sur notre avatar, il est aussi dans la Xbox? Alors, la Xbox n'utilise pas aujourd'hui Babylon. On a eu des conversations avec eux pour qu'ils l'utilisent. C'est étonnant. Ils pourraient, mais pas encore, non, pas besoin. Pas besoin. Ils avaient évalué à un moment donné d'utiliser Babylon. Il y a autre chose peut-être à faire, ça tourne. Ouais, et puis bon, ils ont des moteurs natifs qui sont très bons. Hein, donc je dis pas le contraire. Il n'y a pas forcément d'intérêt d'utiliser du techno-web tout le temps. Mais il n'est plus développé et utilisé qu'en JavaScript. On avait parlé tout au début d'une version C#, Silverlight, etc. Non, ils ne sont plus maintenus. Il n'y a qu'une seule version qui est la version JavaScript en fait. Ouais. En restant dans le store, en fait, quand Xbox a sorti la Xbox One S, ils ont sorti aussi en même temps la personnalisation des manettes. Et je crois aussi que le moteur Xbox l'a aussi utilisé à ce niveau. Ils ont utilisé, comme ils avaient bien aimé leur expérience avec les avatars, quand ils ont voulu créer le configurateur, entre-temps, grâce au fait qu'on a travaillé avec certaines personnes de HoloLens qui nous ont donné ce qu'on appelle le PBR, pour Physical Based Rendering, ils ont utilisé ce rendu pour la manette. Et donc ça c'est cool. Lorsqu'on la commande, qu'on la configure, on la voit vraiment en 3D. Ouais. Et là c'est aussi Babylon. C'est encore du Babylon, ouais. En fait, quelque part, Babylon, c'est un petit peu l'avenir de Microsoft s'y appuie. Ah, je pense que c'est pas le cloud de l'intelligence artificielle, non, c'est Babylon. Parce que justement, ça c'est pas encore sur nos machines. Ce qu'on voit là, en fait, on voit une sorte de smiley sur une île et on a vu ça au dernier event de... Ouais, l'annonce du Creator Update de Windows 10 avec Pen 3D, la possibilité de scanner des modèles 3D avec votre téléphone. Voilà, donc en fait, derrière, il y a du Babylon. Ouais, il y a du Babylon à plusieurs endroits dans la démonstration que vous avez vue. Alors celle-là qui est... on peut exporter de Paint 3D vers... un store en ligne qui s'appelle remix3d.com qui utilise Babylon du coup et donc c'est assez cool puisque en fait on a travaillé sur le format de fichier. Ils ont utilisé à nouveau, alors pour le coup il me semble pas qu'ils ont demandé de modification particulière de Babylon. Je pense qu'on avait atteint un niveau de maturité suffisant pour qu'il y ait tout dans la boîte. Et en fait je sais pas si vous avez vu aussi, il y avait une démonstration avec PowerPoint à un moment donné où ils font de la 3D dans PowerPoint dans cette présentation. Dans cette keynote, c'est aussi Babylon qui est dedans. Bien sûr, c'est Babylon qui est dedans. C'est une WebView qui est dedans. D'accord. Vous avez, au départ, c'était un projet qui était complètement à part Microsoft. Maintenant, vous avez quoi, du temps réservé pour Alors, pas vraiment, en fait, parce que moi, mes objectifs aujourd'hui, ils sont clients, mais on va dire des trucs plus sérieux. Ça va être du React, de Angular. On me demande beaucoup de bots en ce moment. Cognitive Services Azure. Mais pas Babylon.js. Babylon.js en fait est devenu tellement populaire que même les big boss kiffent tellement le truc que c'est un peu notre légitimité, c'est qu'ils demandent des nouvelles alors ils en sont où les mecs de Babylon. Donc là ces derniers temps on bosse sur la VR, donc mon chef me dit c'est bien, tu peux passer du temps sur la VR parce que c'est quand même, on investit pas mal
de temps et d'argent dessus, donc c'est pertinent. Et puis tant qu'on a des... Là, j'étais avec un... Ils viennent de faire un like, ils investissent beaucoup dans le VR. Ouais. Et j'ai eu un appel téléphonique avec un client français qui m'expliquait qu'ils utilisent Babylon pour aider... ça va être déployé auprès de l'éducation nationale pour qu'ils apprennent la géométrie, la 3D avec Babylon. Enfin, on a des belles histoires maintenant qui permettent de justifier... Au début, ils étaient sceptiques de l'intérêt de Microsoft passer du temps sur un projet comme ça. C'est quoi l'impact pour Microsoft? Attends, on ne nous pose plus la question. Par contre, se pose la question des fois de fabriquer une équipe. Et en fait, on aime tellement avec David jouer avec plein de trucs différents et on n'aime pas être forcément que codeur. Enfin, en tout cas, David, lui, il code vraiment plus que moi, beaucoup. Moi, j'aime bien faire des conférences, venir ici à Mons, faire des conférences, écrire des articles et toucher à différentes technos. Dès l'instant qu'on devient une équipe produit, déjà, on n'est plus forcément maître, ça peut paraître bizarre, mais de la roadmap, parce qu'on va voir des gens qui nous payent, qui vont orienter potentiellement vers leurs intérêts à eux. Et puis, on va avoir des contraintes qui seront différentes. Aujourd'hui, si on a envie de mettre 6 mois à sortir la prochaine version, c'est notre problème. Et si la communauté n'est pas contente, elle peut nous aider à aller plus vite, quoi. Tu vois, c'est... Ah ouais, ok. Alors... C'est quand même lié à Babylone. Ah, merde, parce que je suis un costard, c'est ça? Ouais, non, c'est pas que ça. C'est quand même lié à Babylone JS. Ouais. C'est une photo pour décrire de David avec Satya Nadella qui se trouve. Pour rapprocher quand même Satya Nadella. Il faut faire du Babylone. En fait, Satya voulait absolument discuter de Babylone. Voilà. Évidemment. Alors, il a vu manger je suis un mytho. En fait, il y a ce qui est pas mal dans une boîte américaine, c'est que quand tu te défonces bien, ils savent quand même te récompenser. Et j'étais le deuxième évangéliste après Mitsuru Furuta à gagner la plus haute récompense que tu puisses avoir quand tu es dans une sub, qui est le Circle of Excellence Platinum version, tu vois. Parce qu'il y a plusieurs versions, il y a le Gold et le Platinum. Et en général, il est réservé aux commerciaux, parce qu'en fait, les filiales sont commerciales, aux commerciaux qui ont signé des super deals avec des grands comptes et qui ont ramené des millions de dollars. Mais le Techos, tout le monde s'en fout, parce que le Techos, il veut devenir riche ou important, et il va à Corp, il va pas dans les filiales. Sauf qu'en fait, avec toutes les histoires que je vous ai racontées, Ubisoft, les engagements avec les différents groupes produits, ça finit par faire un très bon dossier. Et donc, le directeur technique de Microsoft France, qui est Bernard Grandlian, il me connaissait bien, il aimait bien ça. Marc Jalabert, qui était un ancien de DPE, directeur marketing, il kiffait ça. Nicolas Petit, qui était aussi... le directeur marketing de Microsoft France, il avait bien vu que ça avait de l'impact. Et ils ont finalement décidé de créer un dossier pour moi pour faire une exception, que ce ne soit pas un commercial qui puisse participer au jeu. Alors, il y a un jury ensuite, donc tout le monde vote. Et un jour, mon chef Pierre Lagarde, il me dit bloque-toi quand même une semaine en juillet, peut-être qu'il y aura un truc. Je fais, il y a quoi? Non, mais moi je vais en vacances, vous me saoulez, vous me faites un truc et tout. Alors, en plus, moi je faisais ma tête de con, il fait, bon, t'es chiant, on va peut-être te donner un super truc, et donc tu la fermes, tu bloques ta semaine, et puis voilà quoi. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, t'iras peut-être à Atlanta, parce qu'en fait, dans ces cas-là, en fait, c'est très américain. Alors, c'est très bizarre pour les Français, c'est que du coup, on te donne une veste différente des autres pour montrer aux autres que t'es meilleur qu'eux, tu vois. Donc tu as une veste rouge, tu te retrouves tout devant sur scène, tu montes sur scène avec le PDG qui te remercie devant tout le monde, machin. Et alors toi, en tant que Français, tu trouves ça ridicule, quoi. Et les Américains, ils te voient avec la veste rouge, ils font félicitations, ils te connaissent pas, ils disent c'est génial, félicitations, t'es trop bon et tout. Ils sont vraiment dans le culte d'apprécier la performance, sachant que nous, les Français, on a toujours beaucoup de mal avec ça, quoi. Et donc, c'était cool parce que du coup, tu as un dîner privé avec tout le membre du comité de direction au Corp et tu as le droit de ta minute de gloire avec Satya. Il y avait aussi Steve Ballmer qui était très populaire. Il y a beaucoup de gens qui l'aimaient quand même beaucoup, Steve Ballmer qui allait discuter. Et Satya, donc du coup, je lui ai expliqué, parce qu'il était évangéliste, Satya, à l'origine, donc je lui ai dit, moi aussi, je suis évangéliste et tout. J'ai essayé de pitcher Babylone en 20 secondes, il n'y avait rien à carrer, mais bon, j'ai dit à David, j'ai utilisé 20 secondes de ma minute pour parler de Babylone, donc tu vois, c'est bien. Le résultat, il est là. Ouais, mais en fait, on est content, en fait, c'était pas l'objectif voulu d'en arriver à cette reconnaissance, forcément. Ce qui est cool, c'est qu'on l'a vraiment fait pour se faire plaisir, et de fil en aiguille, on a été prendre des opportunités, on a quand même été voir Ubisoft, on a profité de tout ça, mais c'est d'autant mieux qu'on l'a pas fait en écrasant les gens pour faire ce genre de projet, quoi. Demain, Babylone JS. Alors, vers l'infini et au-delà. Voilà, c'est ce que tu me disais. Se pose souvent la question, malgré tout, de faire un jour une équipe.
parce que moi des fois j'avoue que ça me stresse un peu de savoir que Xbox, HoloLens, Office utilise Babylon et que ça soit pas, on n'est pas un support officiel, quoi, tu vois, même si c'est open source. C'est basé sur principalement la bonne volonté de David de fixer, de débugger à la vitesse de l'éclair, mais si un jour il en a marre, s'il est fatigué, enfin bon. Donc on a quand même une équipe qui est là pour nous aider, tu vois, faite de passionnés, mais peut-être qu'un jour se posera la question de faire une équipe, je sais pas. Et c'est surtout qu'on a une roadmap où là on s'intéresse à WebGL2, on s'intéresse à voir comment aller dans les différents casques, tu vois, de VR, grâce à WebVR, donc comment peut-être améliorer le pipeline pour faire des jeux vidéo de manière plus simple. On a quelqu'un, il a pris notre exportateur Unity, ça c'est la magie de la communauté quand tu arrives à créer ça, il l'a rendu totalement intégré en Unity, vraiment dans la philosophie d'Unity, avec des composants Unity, tu peux écrire ton code en TypeScript directement dans Unity, etc. Parce que le mec, il a tellement kiffé ça qu'il en a besoin, en fait, il l'a codé et il nous le donne, quoi. Donc, ça veut dire qu'on peut créer même des avatars pour HoloLens et ce genre de choses maintenant ? Alors non, dans Unity, pour notre exportateur qui va vers Babylon, la version web. HoloLens, je sais pas, on est souvent en relation avec eux, mais c'est l'équipe la plus secrète de Microsoft, c'est très difficile d'en avoir. J'ai quand même des infos, mais je pourrais pas vous les donner, parce que sinon je vais perdre mon job, et j'aime bien quand même mon job au final. Mais on commence à atteindre un niveau de maturité qui est assez important, donc moi j'aimerais bien commencer à développer peut-être des samples plus évolués pour aider les gens à prendre en main, à faire des tutoriaux où tu pars de zéro et tu fais un petit jeu. C'est pour ça que j'avais fait aussi le jeu de Tower Defense. Un jour, il faudrait que je prenne le temps de bloguer les différentes étapes que j'ai fait dans la session, quoi. Et même des tutos, moi j'avais été voir ici un peu pour préparer, il y a, je me demande c'est pas sur Channel 9, mais en tout cas qui est mis sur le site DocBabylon.js, un tutoriel complet, il y a... Ouais, on a fait 8 heures de cours avec David, ça c'était rigolo parce qu'on s'est pointé aux États-Unis, les mecs, nous on avait tellement l'habitude de faire des conférences avec les Tech Days, toutes les conférences qu'on faisait en disant, bonjour, on veut faire 8 heures d'enregistrement vidéo sur Babylon, en 2x4, et on va le faire dans une journée. Mais qui fait, vous êtes complètement con, c'est impossible, il n'y a jamais personne qui a réussi à faire ça. Je fais, ah bon, pourquoi ? En plus, vous êtes des quiches en anglais, donc ça va jamais le faire, quoi. Bon, ça, ils n'avaient pas forcément tort. Et on l'a fait, mais j'étais défoncé. C'est-à-dire qu'on est arrivé le matin à 7h30, 8h, on a fini. Alors, les Américains, ils n'aiment pas finir tard. Ils nous avaient dit, moi, 18h30, j'éteins tout, quoi. Et déjà, parce que j'ai ma femme, mes enfants, à cause de vous, j'ai divorcé, enfin, ils m'ont tout un truc. Donc on a tout fini et ça avait bien fonctionné parce qu'on a des bons retours. On avait fait de zéro effectivement à des trucs avancés. C'est toujours assez à jour, donc on l'a mis sur le site de Babylon avec notre accent merveilleux français. C'est bien, au moins comme ça nous on comprend bien. Ouais, je sais que les Européens ils aiment bien l'accent français. Ouais. Ok, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que... Non, écoute, non. Moi je trouve que Microsoft et puis Windows ils investissent dans le 3D. Un ressenti, et c'est l'annonce de Kinect qu'il y a eu. Ouais. Donc ça tombe pile poil. Babylon, j'ai l'impression qu'il s'est intégré en fait. Justement. Moi, je pense qu'ils sont inspirés de notre succès. J'en suis convaincu, ils sont inspirés. J'ai l'impression qu'on va avoir même des petits avatars 3D là, qui vont flotter sur notre barre de tâches. J'ai pas vu un truc comme ça. Non. Non. Peut-être, peut-être, oui, t'as raison. Si, ils l'ont présenté. Donc ça veut dire que dans Windows, en fait, il va y avoir de la partie 3D. Ouais, la 3D, ça va être une grosse partie de la prochaine mise à jour. Ouais. On voit qu'ils ont démocratisé la 3D, vulgarisé la 3D avec Paint. C'est bien. Donc voilà, je trouve que super avenir. Ok, en tout cas un grand merci à toi David pour tous ces détails croustillants. Merci de m'avoir invité et me laisser raconter ma vie, c'est toujours surprenant. Non, c'est bien. Puis, au moins comme ça on a un peu mieux compris aussi d'où vient Babylon.js, comment l'utiliser, comment mettre tout ça en place. Donc je ne sais pas si toi tu as d'autres choses à rajouter. Non, j'invite les gens à venir tester, à contribuer. On accepte toute forme de contribution, il n'y a pas de mauvaises questions. Les gens sont là pour apprendre, dès l'instant qu'ils sont respectueux, parce qu'on a toujours des phénomènes toujours intéressants, mais je pense que c'est lié à la psychologie humaine, ça. Donc moi, je pense que je suis l'exemple vivant qu'on peut passer de quiche 3D à maîtriser un minimum la 3D. Et donc, des fois, on se fait des barrières mentales pour rien. Donc, beaucoup de gens, des fois, ne se lancent pas dans la 3D parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Mais c'est faux, on peut vraiment monter progressivement, utiliser des frameworks comme Babylon et éventuellement descendre un peu les mains dans le cambouis si on veut faire le shader d'eau comme dans le jeu d'Ubisoft. Ouais, là, il va falloir descendre un cran en dessous, mais c'est pas forcément nécessaire et c'est pas forcément non plus très compliqué. David a fait des
des outils pour apprendre à éditer des shaders en ligne. Il a fait des articles pour expliquer comment ça se passe. Faut pas se mettre de barrière mentale. On va mettre un maximum de références aussi dans les notes de l'émission. Et puis on peut vous écouter sur le nouveau podcast, bientôt l'épisode 2. Ouais, sur la confrérie. La confrérie où l'idée. Il y a un site, ça y est. Ouais, il y a un site. On a écouté vos remarques parce qu'on vous écoute également. Sur Lifestyle aussi, notre podcast. Et du coup, en fait, c'est venu d'un constat, c'est qu'on est vraiment super potes. En plus d'être collègues, ou peut-être avant d'être collègues, on est super potes. Et ça s'entend, c'est ça qui est chouette aussi. Ouais, et puis souvent, on s'appelle. David, il m'appelle, il part du travail, vers le travail. Il est 7h du mat chez lui, donc il va être 16h chez moi à peu près. Et pendant 1 heure, on raconte notre vie, on fait le point sur Babylone. Lui, il me raconte les détails croustillants qui se passent en ce moment dans la division Windows. Moi, je lui explique ce qu'on fait côté DX avec le cloud, donc on s'alimente l'un et l'autre. Et des fois, on refait le monde, comme tout le monde, comme les bons potes. Et souvent, on discutait vachement de VR. Il n'était pas du tout d'accord avec moi. Je dis, peut-être ça pourrait intéresser les gens parce qu'on est quand même vachement connectés dans ces technos-là. Et les gens aimaient bien notre impertinence un petit peu de coding for fun. Ça leur manquait lors du dernier MS Experience. On dit allez, on va essayer de tenter ça. Et là, l'idée, donc, c'est de parler des sujets souvent geeks, mais pas que. Là, par exemple, j'envisage de parler de l'envers du décor, l'organisation des plénières TechDes, Build. Build, c'est un truc de fou aussi, c'est des moyens considérables. Il y a plein de trucs que vous pouvez même pas imaginer qui se passent derrière. Ça peut être rigolo à expliquer. Parce qu'on fait croire que tout va bien, mais des fois c'est un champ de ruines derrière, quoi. Tout est en feu, on tient les murs avec les mains et tout, et puis les gens font ils ont les moyens, Microsoft, c'est des trucs de pro et tout, mais tu vois, il y a des trucs de morceaux de scotch derrière. Donc bon, peut-être que je serais viré en racontant les détails croustillants, mais au moins vous aurez un podcast cool, quoi. C'est ça qui est cool. Donc le site c'est la confrérie. Je me souviens même plus. Confrériepodcast.com, je crois. Vous cherchez, mais vous nous retrouvez sur Twitter, sinon. On le trouve sur l'application podcast. Ouais, de toute façon. On fait la confrérie, c'est le premier. Ouais. Ok. Et donc tu le dis, si on veut te contacter, dernier point. Le plus simple, c'est mon Twitter, c'est Davrous, c'est le plus simple. DAVRUS. Voilà, comme David Rousset. C'est logique. Ok. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Que la force soit avec vous. Amen. Et vive le 17 décembre. Bye. Salut. Bye bye. Ciao, ciao. Et bien voilà, nous revoici pour la deuxième partie, les actualités qui vont nous être présentées par Richard. Comme on le disait, c'est la magie un petit peu d'Internet. Richard ne pouvait pas malheureusement nous accompagner au DevD, donc à la première partie de l'enregistrement. Heureusement, avec Skype, il est là maintenant. Bonjour Richard. Bonjour. Ça va bien ? Ça va bien, oui. Fraîchement, mais ça va bien. C'est dommage que tu ne pouvais pas être là, parce que je te veux dire, on avait quand même des belles sessions, c'était un événement extraordinaire. Comme dirait David Catus, ça envoyait de la patate. Oui, je suis sûr que tu regrettes. Oui, j'ai eu des échos comme quoi c'était extraordinaire, génial. Voilà. Non, mais tu regrettes, dis-moi, à vous. Oui, oui, je me la sers tous les matins. Voilà, donc ici on va passer sur les actualités. Donc on va y aller directement. Qu'est-ce que tu as récolté de bon avec les quelques jours en plus, puisque pour ceux qui nous écoutent maintenant, on est d'un bond comme ça en quelques secondes, on est passé maintenant au 9 décembre. Donc il y aura probablement des actualités qui n'existaient pas encore lors de l'enregistrement de la première partie au DFD. Retour vers le futur. Et donc voilà, maintenant 10 jours plus tard, que s'est-il passé entre-temps, Richard ? Oui, alors d'abord je voudrais revenir un petit peu sur Connect 2016. Ouais. Donc, le gros événement qu'il y a eu sur ce dernier trimestre chez Microsoft. Donc, on a appris que Microsoft aimait Linux, que Google aimait .NET, que Microsoft aimait l'open source, que Google aimait TypeScript, que Microsoft aimait Mac. Enfin, tout le monde s'aimait. Tu nous as fait un schéma, en fait. Les gens, ils le voient pas, mais tu as un schéma avec des cœurs partout. Voilà, c'est pas évident de se retrouver quand même. C'est le pays des bisounours. Donc, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non, c'est assez sympathique. Donc, il y a eu bien sûr l'annonce de Visual Studio 2017 qui est en RC. Donc, on attend la RTM, a priori, je pense, pour le début de l'année prochaine. Ouais, c'est ça, le printemps. Ouais, on a pu avoir des échos. Il est quand même un petit peu instable encore, la RC, pour l'instant. Donc, on va attendre la RTM pour le début de l'année prochaine. On a eu .NET Core 1.1 qui est sorti. Alors, il faut faire attention, la 1.1, c'est la version courante de .NET Core. Ce n'est pas la version en LTS. Alors, LTS, c'est pour Long Term Support. C'est-à-dire qu'une version qui est taguée comme étant LTS, elle a un support de 3 ans.
Donc c'est le cas de la version 1.0.1, ce qui n'est pas le cas de la version 1.1. C'est juste un petit peu chaud comme truc à comprendre. Oui, surtout que quand on va sur la page d'installation, par défaut, il nous met sur la LTS. Donc pour récupérer la current, faut cliquer dessus. En plus, les outils, c'est un petit peu plus compliqué pour les installer. Enfin bon, ça va te mettre en ordre assez rapidement. Ça va se mettre en place, ouais. Et on a TFS qui, par contre, TFS 2017, qui lui est en RTM. Ah ouais. Pour ceux qui veulent avoir ça chez eux, puisqu'évidemment, il y a toujours VSTS, où là, on a toutes les primeurs pour pouvoir accéder à toutes ces fonctionnalités-là. Mais ça, c'est cool aussi de pouvoir l'utiliser en interne pour ceux qui ont besoin d'avoir un peu plus de sécurité ou de confidentialité sur leurs données, quoi. Ça, c'est bien. On a eu des présentations sur l'amélioration de la productivité, on en avait parlé déjà la dernière fois dans Visual Studio. Là, il y a eu un nouvel article qui est paru sur l'amélioration de la productivité pour JavaScript. Donc on a pas mal d'améliorations donc au niveau de l'IntelliSense, avec le support de JSDoc, donc pour avoir une documentation de votre code JavaScript, et également l'intégration des type definition de TypeScript à l'intérieur. Je pensais que JSDoc il était déjà intégré moi à Visual Studio, la version actuelle, il ne fallait pas attendre la 2017. Oui, mais au niveau de la documentation. C'est-à-dire que quand tu appelles une méthode, tu as toute la documentation qui arrive. C'est en tout type ou genre de choses. Oui. Ah, mais c'est dans TypeScript alors qu'il y a peut-être déjà ça et peut-être pas encore en JavaScript direct alors. Ouais, c'est ça. Absolument. Ouais. On a le support de ECMAScript 2016. Ça, c'est bien. Donc ES7 et de JSX également. GSX, j'ai jamais utilisé, mais vraiment. Puis des améliorations pour la navigation. En gros, ils essayent de se rapprocher de ce que l'on a avec du code C# ou VB au niveau de la navigation dans JavaScript. J'aime bien, en fait, j'aimerais bien avoir une comparaison en fait que d'un développeur JavaScript par rapport à VS et par rapport à ce qui n'est pas VS. Voir un peu, est-ce que ce type de dev, comment ils apprécient Visual Studio en fait? Tu vois un peu? C'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait à savoir. Puisque je trouve que je suis vraiment content que Microsoft y touche à ce truc-là en fait. Au côté JavaScript dans VS. Ouais. Je trouve qu'il y a un intérêt futur qui va être important. Oui, c'est vrai. C'est vrai que pour tous les autres, forcément .NET, mais beaucoup de langages, Visual Studio est considéré comme un des meilleurs éditeurs par rapport à d'autres. Ben, c'est vrai que dans ce monde-là, JavaScript, c'est peut-être un peu différent, parce que maintenant, Visual Studio, il intègre quand même pas mal de langages différents. Et j'aimerais que, et j'espère que leur but est de taguer un peu tout, parce qu'il y a, enfin, de taguer. Je trouve que, je me trompe peut-être, mais Visual Studio a quand même une grosse image, le point .NET, depuis qu'il est sorti en 2001. La version 2005 ou le 2001, voilà, c'était le gros truc .NET, quoi. Et là, qu'il puisse s'ouvrir un petit peu à tous les langages possibles, je trouve ça juste une très bonne idée. Maintenant, quel est le pourcentage des gens qui l'utilisent et ceux qui l'utilisent, quel est leur retour d'expérience, ça m'intéresserait vraiment, quoi. Ah ouais, tout à fait. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de développeurs purs JavaScript qui ne se mettent pas à Visual Studio, mais plutôt à Visual Studio Code, qui est un outil qui a énormément évolué et qui continue de s'améliorer de jour en jour. Et c'est déjà une bonne approche. Pardon ? C'est déjà une bonne approche qu'il y a Visual Studio Core. Oui. Visual Studio Code, oui, mais c'est vrai que je pense que Visual Studio Code est bien utilisé par ce genre de personnes parce qu'il est beaucoup plus léger aussi. Quand on voit Visual Studio maintenant, enfin, je crois que dans la version 2017, l'install était, je veux dire, revu et complètement réintégré au niveau des composants. Donc on n'installe pas tout nécessairement comme c'est le cas actuellement. Mais Visual Studio Code, je pense que c'est un des avantages aussi, c'est qu'il est très très léger au démarrage. Dans les composants, il fait peut-être moins aussi, mais... Et donc, même une comparaison déjà entre Visual Studio Code et Visual Studio classique, déjà voir un petit peu ce qu'il y aurait comme différence à ce niveau-là, ça peut être déjà aussi intéressant, quoi. Parce que moi, c'est toujours les grandes questions. Quand je dois faire un projet, comme j'ai Visual Studio sur ma machine, en général, je le fais avec ça. Donc, quel est l'intérêt, par exemple, pour moi, de passer à du VS Code? Je ne sais pas. Si tu fais de la console, tu fais de la ligne de commande, c'est le pied. Oui, peut-être, mais c'est pas. Oui. Enfin, chacun prend son pied comme il veut, remarque. Hein. Oui. Mais c'est vrai que non, il y a des choses dans VS Code, notamment le fait, tu dis en ligne de commande, le fait de pouvoir accéder directement dans une sorte de zone de recherche un peu globale, ça peut être intéressant. C'est vrai que c'est des choses qui pourraient être pas mal aussi au niveau de Visual Studio. Peut-être plus rapide.
Toujours dans le web, on a eu l'annonce hier de TypeScript 2.1 qui est sorti, donc avec cette fois le support de Async Await pour ECMAScript 3 et 5. Donc ça c'est pour l'ensemble des navigateurs utilisés, c'est une bonne nouvelle. Mais ça veut dire aussi qu'ECMAScript 3, ça veut dire que tous les navigateurs actuels vont supporter. Moi je pensais que c'était uniquement dans les dernières versions de JavaScript que ça serait supporté, mais apparemment pas, c'est ça? Oui, normalement, enfin, si j'ai bien lu, j'ai pas testé encore, mais si j'ai bien lu, il y a bien le support de S3 et de S5. Ça serait très fort, hein, parce que dans l'état actuel des choses, faire de l'asynchrone en JavaScript, il y a des frameworks qui existent, mais c'est un peu galère. Et là, passer juste avec un mot-clé async await comme on le fait en C#, moi j'ai pas testé non plus, mais j'ai hâte de tester cette fonctionnalité-là. Ça va être très très cool. On a également la possibilité de faire du merge d'objects. Donc à partir de deux objets d'en créer un seul, donc et même d'ajouter une propriété au nouvel objet ainsi créé. Donc, on a une fonctionnalité keyoff donc qui permet de faire de l'accès à une propriété suivant son nom. Donc ça c'est utilisé également par une autre fonctionnalité qui a été ajoutée qui sont les mapped type. Donc qui permettent de créer des types avec des propriétés, par exemple des propriétés optionnelles ou des propriétés qui sont read-only. Il y a des classes utilitaires qui ont été créées à l'intérieur de lib.ts où on a une classe générique read-only-t, partial-t ou pic-t. Alors pour donner un exemple, read-only-t, imaginez que vous aviez une première classe, on va dire personne avec nom, prénom. Si vous créez une classe read-only de type personne, toutes les propriétés de la classe personne seront dans cette classe, mais elles seront en read-only. Ouais, ça c'est cool aussi, ça. C'est surtout aussi pour le partial, ça permet notamment d'avoir des propriétés qui sont optionnelles, ce qui est très utile quand on fait du JSON, quand on récupère des choses d'un peu de partout, quoi. Ouais. Et c'est vrai que le keyoff, j'avais regardé un peu l'exemple qu'il mettait sur la news, sur le site. On voyait les propriétés, c'est vrai que c'est accéder au nom des propriétés, parce que je voyais il mettait keyoff d'un objet personne, et ça te renvoyait la liste des propriétés, donc un string name, un string age, un string location, donc l'ensemble des strings, et ça, c'est vrai que c'est des notions qu'on n'a même pas qui n'existent pas à ma connaissance en .NET, quoi. Non. Et c'est vrai que peut-être que le langage, il y a une différence, parce qu'évidemment on n'est pas dans le même style de langage, mais c'est vrai que c'est des notions qui sont intéressantes et qui permettent probablement de développer de manière différente. Ça c'est bien. En passant tout à fait à autre chose, je vais parler de SQL Server, donc la version 2016 avec le SP1 qui est sorti. Donc on a eu SQL Server VNext qui est disponible maintenant pour Linux. Donc là maintenant on a le premier service pack pour SQL Server 2016 avec des améliorations au niveau des performances, notamment sur les transactions, sur les requêtes, et aussi les fonctionnalités de Always Encrypted, donc des données encryptées à l'intérieur de la base de données. Donc pour des problèmes de sécurité. Et donc c'est un service pack qui est valable pour toutes les versions d'SQL Server, pas uniquement Linux. Si je comprends, c'est Linux et Windows, c'est le même service pack, quoi. Enfin, c'est le même package. Ouais, ça c'est cool. Toujours dans l'accès aux données, on a un excellent article de notre ami Bertrand Leroy sur l'accès aux bases de données avec .NET Core. Donc il a repris l'ensemble des couches d'accès aux données qui existent sur le marché, comme Entity Framework, Dapper, NPOCO, SQL Server, Progress, MySQL, SQLite, enfin bon, il y en a une ribambelle, et il donne à chaque fois un exemple de code pour accéder à la base de données, tout ça pour .NET Core. Donc si on commence avec une base de données un petit peu exotique, ça permet de voir comment écrire son code. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils donnent des exemples des différents frameworks, parce que tu parlais de Dapper, NPOCO, etc., qui permettent de se connecter aussi sur des bases entre guillemets classiques, SQL Server ou autre. Mais au moins, ça donne différents exemples de connexion et de manière dont on peut accéder à la base. Ça, c'est cool aussi. Maintenant, au niveau des événements en métropole, on a le 13 décembre prochain, donc mardi prochain, au centre de conférence de Microsoft à Issy-les-Moulineaux, le NUI, donc le Natural User Interface. Donc une grande journée de 9h à 18h
sur une présentation sur des exemples de VR, d'utilisation d'HoloLens, etc. Mais c'est surtout orienté business. Quels sont les enjeux des interfaces naturelles pour les entreprises, etc., etc. Donc une journée complète. Je crois que c'est la 2e édition de cette journée. Parce que c'est des copains à nous. C'est Fabrice Bartin, Johanna, Nicolas, Vincent Ligui. Et puis j'aime bien le jeu de mots, moi. Le NUID, ça fait la nuit D, c'est cool quand même. Ah, ils ont fait exprès, tu crois? Ah bah... Ou alors ils ont fait une faute d'orthographe, hein, ils ont oublié. J'avais proposé à Johanna et Vincent de carrément venir nous présenter cet event. Je préférais qu'ils disent. Peut-être la prochaine fois. Ils sont timides, ces petits. Oui. Ah bah non, ils feront un retour, ils viendront nous dire comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu comme info. Un qui n'est pas timide, c'est Patrice Lamarche, je ne sais pas si vous le connaissez. Si. Donc le Toulousain, donc qui revient de plus en plus fort dans la communauté en ce moment, et donc qui a mis en place des conférences, des meet-up. Voilà, je cherchais le nom, des meet-up à Toulouse. Donc la dernière fois, c'était il y a 15 jours sur la découverte de Docker. Ce serait une bonne idée de podcast, ça d'ailleurs. Et le 19 décembre prochain, donc il y a une soirée où ils veulent faire une soirée dans l'esprit des feux Coding for Fun. Donc de présenter du code un petit peu fun. Ça sera qu'une pâle copie parce que en 2017 à Mons, par exemple, nous allons faire un Coding for Fun avec les membres historiques. Ah oui, il va falloir les faire venir aussi. Hein, donc on va tout faire, on a 1 an pour pouvoir les faire venir. Oui, mais l'idée elle est là, elle est partie. Elle est là. Plus. Ah ouais, tout à fait. Il y en a déjà certains qui sont d'accord. Hein. En plus, oui, tout à fait. On en avait déjà 2-3 sûrs, je crois. Ouais, c'est ça. 3 qui étaient bons, ouais. Je sais pas combien ils sont en tout. Ceux, les originaux, on va dire. Oh, ils étaient à peu près 6. 6 ouais. Bon, ça va, c'est plus de la moitié. Pas les Dalton non plus, quoi, mais voilà, quoi. Et Eric Mitchell, tu vas avoir du mal de le faire venir. Oui, non mais en fait après c'est un peu comme toutes les équipes, il y a des petits mouvements ici et là, mais il y a toujours quelques piliers qui restent, tu vois. Bon, on attend ça avec impatience. Ouais. En attendant, on ira dans 15 jours pour pouvoir regarder cet événement-là, c'est ça hein. Et donc pour terminer, juste vous signaler un petit site de Microsoft qui s'appelle dev.microsoft.fr, donc site français qui permet, je ne sais pas si vous le connaissez, qui permet de s'orienter très facilement sur les différentes technologies proposées par Microsoft pour développer soit sur Android, iOS, Webfront, Cloud, etc. Donc vous avez une première page où vous choisissez votre profil de développement qui vous intéresse. Et ils vous mettent ensuite, ils vous font apparaître une page où vous avez l'ensemble des possibilités, des technologies, l'accès à des articles et également des contacts chez Microsoft que vous pouvez contacter pour avoir de plus amples renseignements. Donc c'est assez sympathique pour commencer sur une techno qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est bien foutu même. Ouais. Et rien que pour les slogans, moi je trouve ça cool, moi. Quand tu vas sur .NET, il te dit il n'a jamais été aussi bon d'être développeur.net. Vous pouvez presque que tout faire. Et chaque techno a son truc. Android, allez viens, on est bien. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est agréable pour commencer à développer. Très très bonne idée ce qu'ils ont fait là. Et ben voilà. Ok. Juste une dernière petite info, moi, qu'on a vu passer, je me demande si c'est pas hier ou avant-hier, le 7 décembre, donc il y a 2 jours, c'est, on a discuté un petit peu sur les réseaux sociaux aussi, c'est le fait que Microsoft est en train de sortir Windows 10 sur processeur ARM, avec émulation x86 derrière pour faire tourner des applications entre guillemets normales. Là, il parlait de Photoshop dans la petite démo. Donc, c'est juste pour faire passer la news aussi. Et à mon avis, on va en rediscuter plus longuement dans quelques semaines ou quelques mois parce que moi, j'ai l'impression que c'est le genre de choses qui manque actuellement au niveau de Windows 10 ou du moins qui permet, pour les téléphones notamment, avec mode continuum et ce genre de choses, qui va permettre de relancer ça de manière beaucoup plus importante que ce qu'on peut retrouver maintenant, puisqu'on critique beaucoup Windows Phone par rapport au nombre d'applications. Là, ça permettra d'ouvrir le catalogue de manière beaucoup plus large, je pense. Monsieur Denis Voituron, on ne dit plus Windows Phone. Ah oui, exact, Windows Mobile. On parle de Windows 10 Mobile. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez de cette news ? Bien, pas bien ?
Si, c'est excellent. Va falloir voir concrètement comment ça va se passer avec les limitations qu'il y aura certainement. Donc, j'ai pu en parler des applications 32 bits et 64 bits. Il n'y avait pas forcément un comportement qui était identique. Mais je pense que ça va vraiment dans le bon sens, quoi. Moi, je m'interroge par rapport à Centennial. On avait fait un épisode là-dessus. Du coup, j'ai plus besoin de m'enquiquiner. Oui et non, je sais pas. Je me pose la question parce que voilà, j'ai essayé, j'ai commencé à essayer de comprendre Centennial. C'est un peu, j'ai passé une après-midi à un peu tordre le boyau. C'est un peu chiadé parfois, il y a des trucs qui marchent pas. Qui ne marchent pas. Attendez, hein, je ne suis même pas arrivé à créer l'APX, hein, l'APX, pardon. Mais je veux dire, le temps que je fasse l'MSI, tout ça, ok, ça c'est fait. Mais après, il faut aller en PowerShell. C'est la chiadée, j'ai pas fini. Puis après, j'ai abandonné, j'ai fait autre chose. Mais c'est le début, hein, à mon avis, tout ça à mettre en place. Mais je pense que Centennial va probablement plutôt aider à mettre des applications dans le store, puisque le but c'est d'englober tout ça, que ce soit la registrie, l'accès au disque et autres. Mais rien n'empêche d'avoir l'un et l'autre, donc de pouvoir déposer ton application dans le store et puis l'utiliser ici sur ce genre de CPU, quoi. En complémentaire, ouais, tout à fait. C'est deux choses différentes en fait, le Centennial. Mais du coup, je m'interroge quand même sur est-ce que ça va être utile. Moi, j'ai pas forcément envie pour l'instant ou parfois d'aller dans le store selon les applications, selon les logiciels. Et puis il faudra que le store soit quand même un peu plus amélioré, on va dire comme ça. Un peu plus performant que ce qui est actuellement, quoi. Je pense qu'il y a du boulot un petit peu partout. Mais enfin, ça bouge peut-être dans le bon sens. Après, il va falloir quand même mettre le paquet sur certains objectifs, peut-être en priorité par rapport à d'autres. Mais bon, ça... Et quand on dit que les news vont arriver d'ici plusieurs mois, ça passe tellement vite que c'est demain, quoi. Ouais, et puis au moins, on les voit arriver au fur et à mesure, donc ça permet de se préparer. On va dire ça comme ça, hein, plutôt que d'avoir des surprises et devoir s'adapter du jour au lendemain. Justement, on a eu les news là, dont je n'ai pas parlé. Il y a eu l'annonce de la build 2017. Oui. Il doit avoir lieu, c'est au mois de mai, si je ne m'abuse, et qui aura lieu à Seattle Downtown. Non pas sur le campus de Microsoft, mais. Moi je pensais que c'était dans le campus, moi. Du 10 au 12. Du 10 au 12 mai. Ouais, c'est ça. Je pensais que c'était dans le campus. Je suis déçu. Non. Ah oui, Downtown, je vois. Downtown Seattle. Non. Ouais, ça va être très certainement dans le centre de conférence de Seattle. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui seront annoncées, pour Redstone 3, il y aura les choses auront déjà bien avancé et il y aura beaucoup plus de précisions qui seront apportées à ce moment-là, quoi. Ouais, et puis il y a déjà des démos sur ce qu'on vient de dire, il y a déjà des démos et autres, donc à mon avis ils vont aller plus loin dans les présentations sans doute. Pensez-vous que le côté Neo va être annoncé à cet event? Parce qu'on a, voilà les fuites qu'il y a eu là, parce que c'est vrai qu'il y a quelques jours, il y a une semaine ou deux, ça n'a pas arrêté. Donc il y en avait des officieuses et des officielles. La officieuse, c'est à mon avis le projet Neo sur l'UI. On va voir, ouais. C'est vrai que le projet Néon, c'est ça, hein. C'est pas Néon, pardon, j'ai dit quoi, Néo? Ouais, Néon. Ouais. Donc une nouvelle refonte graphique de l'interface graphique. Ouais, est-ce que ça va faire au niveau développement? Qu'est-ce que au niveau XAML, tout ça, est-ce que ça va Comment ça va se passer, moi j'espère en tout cas que ça va pas changer énormément. Moi, j'espère qu'ils vont faire une nouvelle représentation graphique, mais sur base des composants entre guillemets existants, quoi. Donc, j'espère. Je suppose que les boutons et autres peuvent avoir un autre look, et peut-être ajouter des propriétés. Mais je trouve ça une bonne idée, parce que c'est vrai qu'il y avait certains commentaires qui disaient que les évolutions des applications, même chez Microsoft, il n'y a plus réellement de lignes directrices comme on pouvait les retrouver il y a plusieurs années d'ici. Et s'il y a moyen avec ce genre de projet d'avoir ça, de retrouver ça serait, moi je trouve ça pas mal. Oui, le hamburger fait partie de la charte graphique. Ouais. Oui, c'est ça. Mais en fait, il n'y a plus de ligne conductrice. On a laissé faire parce que finalement, parfois des applications qui ne respectaient pas les chartes de métro, eh bien, c'était les applications qui marchaient le mieux. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aimais bien quand même qu'il y a une sorte de prototype ou de guideline. J'aimais bien, en fait, ça permettait de cadrer quand tu n'es pas designer, tu sais. Ouais, mais justement, c'est ça que j'attends aussi. Mais au moins qu'il soit au goût du jour, quoi. Pas avoir une charte graphique qui date d'il y a 2 ans, 3 ans. Mais il y avait ça, hein, la sortie de Windows 8.1 et de Windows 10. Microsoft a sorti une sorte de manuel, un petit guide avec tout ça, quoi, toute la charte graphique à respecter. Ouais. Moi, j'attends une grosse évolution en fait, de charte graphique. Je sais pas pourquoi, mais au bout d'un moment, parfois, je me dis, j'aimerais bien un petit côté plus, comme on dit, sexy, quoi, du truc, quoi. J'aime bien Windows 10, hein, j'adore même. Mais parfois, un petit truc qui soit un petit peu plus... je sais pas.
C'est ce qui va peut-être arriver, avec Qui des mélange aspects un peu plus de fondu, du bleu. Qui mélange du matériel, plus un peu parfois du truc de l'iOS qui sont pas dégueulasses. Un petit mélange de ça intelligent. Je trouve qu'il y aurait une belle carte à jouer. Ouais. Les slides à gauche, à droite. C'est pas du standard, ça, a priori, mais c'est utilisé partout maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, bah c'est très bien. On va voir ça d'ici quelques temps. Hein. D'autres commentaires à dire dans ces actualités pour ce nouveau, enfin probablement dernier podcast 2016 ? Rien pour ma part. Bah, rien pour moi non plus. Christophe non plus ? Bah non, bonne fête de fin d'année. C'est vrai que là, il va sortir. Il va sortir pour quand ce podcast-là ? Mon avis ce week-end, donc on va essayer de le sortir pas trop loin puisqu'il y a aussi des événements qui sont annoncés. On va pas le sortir après les événements, ça sera un peu bête. Donc mon avis demain, donc samedi, dimanche, le temps de faire le montage, mais je pense que demain samedi ça devrait être bon. Et donc on t'as rien à faire cette nuit alors. Ouais. Et j'ai pas compris, Richard, tu disais ? Oui, t'as rien à faire cette nuit de toute façon. Donc, Voilà, non, tout à fait, ouais, c'est ça. Non. La journée je travaille, la nuit, je travaille. Et c'est normal, c'est un bot. Voilà, c'est ça. Posez-moi des questions, je vous réponds. Ok, ben merci beaucoup messieurs. À bientôt tout le monde. À l'année prochaine. Salut. Merci et bonne fête. C'est mieux en live, hein. J'adore. Hein. Ah bah c'est toujours mieux en live. Sérieux. Hein. Ouais. Ils dorment pas.